Bonjour, Dia, on peut commencer. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Bon, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du webinaire organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, coordonné par son service technique, le Centre national de documentation scientifique et technique, CNDST. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation nombreuse à ce rendez-vous. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Madame Fatou Sissou, archiviste documentaliste au CNDST. Ce webinaire s'inscrit dans une série d'ateliers que notre centre prévoit d'organiser. Et le thème de cette première session est maîtriser la recherche documentaire scientifique, outils, méthodes et stratégies. Cette activité fait partie des initiatives scientifiques que nous souhaitons promouvoir. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette première édition. Les prochaines sessions aborderont d'autres thématiques liées à la recherche scientifique. Avant de passer la parole à notre animateur, Monsieur Abdoulaye Gueye, que nous remercions par avance, nous allons ouvrir ce webinaire avec l'allocution introductive du professeur Bernard John, directeur du CNDST. Je co-animerai cette session avec mon collègue, Monsieur Abdou Djemé, qui prendra en charge la seconde partie de l'atelier. Après le discours du professeur Bernard John, M. Gueye interviendra. Ensuite, M. Djemé animera les débats et échange avec vous, les participants. Je vous remercie de votre attention. Professeur, vous êtes avec nous? Allô, Bonjour. directeur, Allô, vous avez la bonjour. parole. Madame Kahn, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est vraiment un plaisir pour nous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la maîtrise de la recherche documentaire scientifique. Vous le savez toutes et tous, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le manque d'informations, c'est l'excès d'informations. C'est la surabondance d'informations qui nous pose problème. Et donc, dans cette forêt d'informations, les bibliothécaires et documentalistes sont chargés d'éclairer le chemin des chercheurs en général, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou étudiants ou tout simplement décideurs. Donc, permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter chaleureusement Mamadou Dia et monsieur le directeur Abdoulaye Gueye, qui ont pris l'excellente initiative de relancer cet aspect formation du CNDST, parce qu'il fait partie des missions du CNDST d'assurer la formation des utilisateurs d'information. Donc je les remercie et les félicite chaleureusement. Leur engagement témoigne de la vitalité de notre communauté académique et de l'importance qu'ils accordent au partage de connaissances. L'audience de notre réunion prouve vraiment la richesse et la diversité de notre panel et surtout le caractère fondamentalement transversal de la recherche documentaire scientifique. Qu'il s'agisse d'un étudiant qui prépare son mémoire, d'un doctorat qui construit une revue de littérature ou d'un chercheur qui explore de nouvelles pistes, ou tout simplement d'un bibliothécaire qui veut accompagner ses usagers dans leur démarche, nous partageons tous le même défi, naviguer efficacement dans l'océan toujours plus vaste de l'information scientifique et technique. À l'heure où les ressources documentaires se multiplient et se diversifient,
et où les bases de données comptent par centaines, où l'intelligence artificielle est venue transformer toutes nos pratiques de recherche, maîtriser les outils et les méthodes et les stratégies de recherche documentaire devient une compétence fondamentale. Donc, ce webinaire est un espace d'apprentissage partagé où chacun pourra enrichir ses compétences tout en bénéficiant de l'expérience des autres. Car si nos objectifs peuvent différer selon nos rôles et nos disciplines, notre quête commune d'informations fiables et pertinentes nous unit tous. Donc, je vous encourage vraiment à profiter pleinement des opportunités d'échange et d'apprentissage. N'hésitez pas à poser vos questions au directeur Abdoulaye Gueye, à partager vos expériences et à interagir avec l'ensemble de nos intervenants. Je pense que chacun d'entre nous tirera le meilleur profit de ce webinaire. Je vous souhaite donc une bonne réunion. Merci, Madame Khan. Merci beaucoup, directeur. Permettez-moi, avant de céder la parole à notre formateur, de vous présenter brièvement notre intervenant du jour, Monsieur Abdoulaye Gueye, en m'appuyant sur son riche parcours. Monsieur Gueye est conservateur des bibliothèques et occupe depuis le 24 mai 2022 le poste de directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En complément de ses responsabilités à la tête de la BU, il enseigne dans plusieurs écoles et universités au Sénégal. Il a également pris part de nombreuses activités scientifiques telles que des colloques et des forums. Par ailleurs, M. Gueye est très engagé dans des actions de service à la communauté, notamment par la création de bibliothèques numériques. Bon, sa liste de réalisations est longue, mais je ne souhaite pas tout énumérer ici. Nous le remercions chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Abdoulaye Gueye, vous êtes là avec nous? Allô? Bien sûr, madame, je suis là. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame Fatou Sissou. Merci à tous, merci à toutes. Après les salutations, bien entendu, et les cordiales bienvenues à l'endroit de toute cette assistance nombreuse pour peut-être nous témoigner leur satisfaction par rapport à l'activité que nous comptons mener. Et je vais également emprunter les propos de notre maître, de notre guide, de notre référence, c'est le professeur Bernard Dione, qui nous a félicités. Mais je pense que les félicitations vous reviennent de droit, monsieur le professeur, cher directeur, cher maître, parce que vous nous avez enseigné, vous nous avez guidés, et monsieur Dia et moi-même, nous sommes obligés de vous retourner l'ascenseur. C'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur, et toutes nos félicitations pour l'organisation de ce webinaire qui entre, comme l'a dit tout à l'heure Madame Farsi, dans le cadre des activités d'animation qui seront prévues. Donc aujourd'hui, j'ai été choisi parmi tant d'autres collègues de parler sur la maîtrise de la recherche documentaire scientifique et en m'appuyant sur 3 choses essentielles, les outils, les méthodes et les stratégies. Monsieur Dia, je ne sais pas, est-ce que vous me permettez de partager mon écran? Oui, c'est bon. Ah, très bien. Donc là, je pense que le share, là, tout à l'heure, je l'avais, mais c'est parti. Tout à l'heure, j'avais la possibilité de partager, mais là, je pense que only organization and presentation can share. Je pense que je pouvais m'ajouter sur la liste des organisateurs. L'onglet share n'est pas encore actif.
Bon, en attendant, peut-être c'est de régler les soucis techniques. Je pense que je pourrais peut-être essayer de dérouler. Donc, M. Dia, si vous terminez, si vous parvenez à réaliser ça, vous me dites comme ça, je vais retourner dans la présentation. Bon, donc pour la présentation, j'avais décidé de parler de la recherche. Voilà, mais c'est bon. Merci, M. Dia. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'avais décidé de parler de la recherche documentaire, mais particulièrement en mettant l'accent sur les outils, les méthodes, mais également les stratégies. Et pour une bonne planification de l'activité de ce matin, je vous propose les objectifs à atteindre aujourd'hui. Déjà, on va essayer de rappeler les outils de recherche scientifique. Essayer également d'expliquer les principales étapes et actions mises en œuvre dans le processus de recherche bibliographique. Et enfin, essayer de voir comment citer une référence. Dans la présentation, bien entendu, nous allons également, pour répondre à chaque objectif, qui est décliné en action. Donc, la première action, c'est déjà voir les différents outils de recherche, les démarches, mais également voir également la rédaction bibliographique, enfin. Si vous le permettez, en introduisant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que la recherche. La recherche, c'est un terme que tout le monde utilise. La recherche, c'est une tentative de trouver quelque chose. Et pour cela, il faut écouter, manipuler, observer, lire et écrire. Nous n'allons pas perdre encore beaucoup de temps sur la définition de la recherche, mais nous allons mettre l'accent sur les différents outils de recherche qui existent. En sachant qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à parler des outils scientifiques. Et pour parler de ces outils scientifiques, il faudrait également rappeler les b.a.-ba de la recherche. C'est quoi la recherche? Et c'est quoi la recherche documentaire? La recherche documentaire, c'est le fait de trouver des documents. Qu'est-ce que c'est qu'un document? Le document est défini comme étant tout support qui contient de l'information. Donc, ce support peut être physique, ce support peut être numérique ou électronique. Il se trouve que dans des bibliothèques, on peut trouver tous ces différents outils, les outils manuels, les outils semi-automatiques et également les outils sur Internet. Mais par contre, souvent, si on parle de recherche, les gens passent plus à Internet. Malgré l'Internet n'est pas seulement un seul endroit où on peut trouver de l'information. Les informations, on peut les trouver dans les bibliothèques, dans les centres de recherche, également dans les médiathèques, etc., etc. Donc, nous allons essayer de voir les différents outils qui existent, les outils manuels, les outils également semi-automatiques, mais les outils également sur Internet. Mais nous allons mettre l'accent sur les outils sur Internet, en sachant que, comme le professeur l'a bien dit dans son introduction, on n'a pas la possibilité de faire des kilomètres maintenant pour avoir accès à l'information. Pour avoir accès à l'information, il suffit d'un seul clic pour exactement trouver exactement ce qu'on cherche. Pour les différents outils, on commence d'abord par les outils manuels. C'est quoi un outil manuel? Un outil manuel, c'est un document physique de référence qui fournit de l'information rétrospective. S'il s'agit d'un sujet, on peut parler d'une encyclopédie. S'il s'agit d'une définition, on a les dictionnaires. S'il s'agit des documents factuels, on a les répertoires et les statistiques. Et enfin, les documents de référence, on les appelle les annuaires, les bibliographies. Pourquoi cette partie est importante? Parce que nous, en tant que spécialistes de l'information, le professeur l'a dit tout à l'heure, peut-être dans l'assistance, nous avons des professionnels de l'information, nous avons des étudiants, nous avons des enseignants-chercheurs, nous avons également des chercheurs. Et ce monde assez diversifié, il faudrait peut-être essayer d'aller au b.a.-ba, c'est-à-dire expliquer c'est quoi les outils. Et les outils, on peut en tirer les outils manuels, j'en ai parlé tout à l'heure, les outils semi-automatiques, on va revenir tout à l'heure, et les outils sur Internet. Les outils manuels, d'habitude, on les retrouve dans les bibliothèques, c'est-à-dire les documents de référence. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les bibliothèques, il y a une salle référence. Et dans cette salle référence-là, on a ces outils manuels en grande partie. Normalement, on devait avoir en deuxième slide les outils semi-automatiques. Les outils semi-automatiques, ce sont des outils qui ne sont ni manuels, ni automatiques. On peut parler des CD-ROM, des DVD, des VHS. Par exemple, le CD-ROM Encarta, c'est une encyclopédie, mais cette encyclopédie, elle n'est pas physique, elle n'est pas également électronique, elle est semi-automatique, par exemple. Nous avons également en troisième étape les outils sur Internet. Et là, on va mettre le focus sur les outils sur Internet. Et les outils sur Internet, on a les annuaires qui sont définis comme étant une liste de sites classés par catégorie et souvent par sous-catégorie. Nous avons également
les moteurs de recherche. Et entre autres moteurs, le moteur qui est le plus célèbre, qui est le plus, peut-être je ne dirais pas le plus puissant, c'est Google. Tout le monde connaît Google. Donc Google, c'est un des moteurs de recherche que nous pouvons peut-être voir lors de la démonstration. Nous avons également les métamoteurs. Les métamoteurs sont plus puissants que les moteurs. Donc il y a moteur, il y a métamoteur. Mais en plus également, il y a un autre aspect des outils de recherche, c'est ce qu'on appelle un multimoteur. Le multimoteur, on a la possibilité de faire une recherche de manière simultanée et rapide. Une fois que nous sommes dans un multimoteur, on a la possibilité de faire la recherche dans plusieurs moteurs. Il suffit d'avoir un multimoteur. Le multimoteur que j'utilise souvent, le plus souvent, c'est InfoWeb 17. Le InfoWeb 17, là, si on utilise ce multimoteur, le multimoteur nous permet de faire la recherche de manière simultanée et rapide. Il y a également des moteurs spécialisés et j'ai prévu de vous donner une liste de moteurs spécialisés puisque M. Dia, en choisissant le thème, il m'a proposé de parler de la recherche documentaire scientifique, c'est-à-dire de mettre l'accent sur les outils scientifiques. Parce que là, les outils que je viens de présenter, comme les annuaires, les moteurs de recherche, les métamoteurs, les multimoteurs, sont souvent des moteurs d'ordre général, c'est-à-dire ils donnent de l'information de manière générale. Par exemple, si on prend le cas de Google, Google est un moteur de recherche général. Donc, par exemple, si on a un étudiant, si on a un enseignant, si on a un chercheur qui veut vraiment une information fiable, je propose à ce monsieur-là, à cette personne-là, les outils spécialisés. Et on va en venir. Et par rapport aux outils spécialisés, il y a des bases de données spécialisées, il y a des plateformes spécialisées, il y a également, etc., etc. Là, j'ai mis bases de données gratuites en santé. Sur les bases de données gratuites en santé, on peut avoir également des bases de données gratuites dans plusieurs autres disciplines, comme les bases de données gratuites dans les sciences de l'information et de la communication, les bases de données gratuites dans les sciences de l'ingénierie, les bases de données gratuites dans les sciences économiques, gestion et juridiques, etc., etc. Donc, on peut avoir toutes sortes de bases de données par rapport à une discipline donnée. Pour les outils spécialisés, j'ai fait une liste pas exhaustive d'outils qui pourront être utiles à la recherche. Donc là, le professeur l'a dit également, et j'ai beaucoup apprécié cette démarche, c'est-à-dire qu'il nous faut une démarche participative. Donc, M. Dia se chargera de prendre les questions au niveau du chat, à chaque fois de me faire une relance pour que je puisse peut-être revenir sur certaines questions. Il y a également M. Diémé, comme l'a dit Mme Farsi, qui pourra assurer la deuxième phase de ce webinaire pour essayer un peu de prendre les questions et on pourra essayer de revenir sur les différentes questions qui seront posées. Donc, Google Scholar, bon, en tout cas, je ne dirais pas que tout le monde connaît Google Scholar, mais en tout cas, la majeure partie des enseignants-chercheurs, des étudiants, des professionnels de l'informatique connaissent Google Scholar. Google Scholar, je définis Google Scholar comme étant le pensant scientifique de Google. On sait que Google, c'est un moteur général, mais Google Scholar, c'est un moteur spécialisé qui donne de l'information sur la littérature scientifique en rapport avec les articles, les thèses, les rapports scientifiques, avec des fonctionnalités de suivi des publications. Donc là également, on aura la possibilité également de voir ces outils. Le deuxième outil que je propose, c'est PubMed. PubMed, c'est une base de données. En tout cas, dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, c'est la plus grande bibliothèque mondiale dans le domaine de la médecine. Donc, s'il y a des collègues qui sont présents dans ce panel ou dans ce webinaire, ils pourront essayer de voir PubMed. Donc là également, je lance un appel à M. Dia. Donc, même les 2 heures de temps ne pourront pas suffire pour explorer tout, mais c'est juste une introduction à la recherche scientifique. Et nous, on aura des occasions pour parler, pour chaque outil présenté aujourd'hui, je peux en faire un webinaire spécifique. Là, je lance un appel à M. Dia et à toute l'équipe du CNDST, dirigée par le professeur Bernard. Donc, on aura l'occasion de prendre pour chaque webinaire un outil qu'on va présenter. Donc, si je prends le cas de PubMed, je l'ai dit tantôt, c'est une base de données très utilisée pour la recherche en sciences, en santé, surtout particulièrement en médecine. Et cette base, elle est vraiment fondamentale pour la recherche médicale. Il y a également, on aura également d'autres bases, comme par exemple Bayes. Il y a la base Bayes, il y a la base Gestor. La base Gestor, c'est une base également qui permet d'avoir des revues académiques et des ouvrages dans diverses disciplines.
Il y a également une autre base de données, et là, c'est le moment de remercier le CNDST, qui est le bras technique, comme l'a dit tout à l'heure Mme Sow Fatou, qui est le bras technique du ministère du MESRI, qui s'est abonné à cette base. Donc là, le MESRI s'est abonné à la base Sciences Directes Elsevier avec plus de 50 000 livres, je dis bien, 50 000 ouvrages et plus de 5 500 revues. Donc si le MESRI mettra à la disposition de tous les chercheurs, de tous les étudiants cette base, je pense que le Sénégal n'aura plus peut-être des problèmes en rapport avec la recherche sur Internet ou bien la recherche de documents scientifiques sur Internet. Il y a également une autre base que nous avons utilisée. Bon, il y a certaines universités qui l'ont déjà. L'UGB s'est abonné à Kerninfo. L'UCAT également s'est abonné à Kerninfo. Certaines universités également sont en train de voir comment s'abonner à Kerninfo. Mais le souci ou bien le vœu ou les vœux du professeur Bernard, c'est d'avoir au moins un abonnement global pour toutes les universités et tous les centres de recherche du Sénégal. Donc, je pense qu'on pourra avoir ça bientôt. La deuxième liste de documents ou d'outils scientifiques, c'est BASE. BASE, c'est Biofield Academic Search Engine. C'est un moteur de recherche académique multi-ressources. Ça veut dire quoi? On a des ressources différentes. On a également des spécialités différentes. BASE, c'est comme Google Scholar. Nous avons des disciplines diverses. Nous avons également des ressources diverses. La spécialité ici, c'est la collecte et la publication des documents et en accès libre. C'est-à-dire, on peut faire la chose dans BASE gratuitement. Il y a également SIDOC qui est un système universitaire de documentation, qui est un catalogue collectif qui permet de localiser des documents physiques dans les bibliothèques universitaires françaises. Woodcat, qui est un catalogue mondial permettant de trouver des documents disponibles dans les bibliothèques du monde entier. Nous ne pouvons pas parler de recherche scientifique sans pour autant mettre l'accent sur des logiciels de gestion bibliographique tels que Zotero, Mendeley et EndNote. Là, je pense également, c'est un appel que je lance également à M. Dia et l'équipe du CNDST pour voir comment multiplier les webinaires pour au moins qu'on puisse avoir ces outils-là dans le cadre d'une activité. Zotero, on peut en faire un webinaire, Mendeley, etc. Et là, ces outils nous permettent de collecter, d'organiser et de citer efficacement les sources documentaires. Parce que là, je vais en venir dans le cadre de la troisième partie de notre présentation. Nous allons parler, bien entendu, de manière très brève de la rédaction. Il y a également un outil extraordinaire que tout le monde presque utilise dans le cadre de la recherche, c'est AL, All Archives Ouvertes, qui est une archive ouverte française qui permet d'accéder aux publications scientifiques en Nous avons également, dans le cadre toujours de la recherche scientifique, documentaire scientifique, bien entendu, j'ai mis l'accent, je l'ai dit tantôt, sur les outils de recherche scientifique. Et là, il y a certains dépôts institutionnels. Je n'ai pas pu avoir une liste exhaustive de dépôts institutionnels, mais il y a au moins quelque chose qui a été réalisé ici au Sénégal. Avant même de chercher ailleurs, moi, je préfère voir ce que le Sénégal a déjà fait sur la recherche. Donc, bibliothèque numérique de l'UCAT, qui est une bibliothèque qui comprend plusieurs collections de documents, des thèses et des mémoires déposées à la bibliothèque depuis la création de l'Université de Dakar, qui date de presque plus de 60 ans. Et nous avons toute cette documentation. Peut-être si le temps nous le permet, on a prévu de faire une partie pratique, le learning by doing, pour permettre à toute l'assistance de maîtriser, bien entendu, tous ces outils que nous venons de présenter. Il y a également l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui a développé un dépôt institutionnel intitulé Rivière du Sud, UH, qui est une plateforme des acteurs du développement local. Elle a pour objectif de regrouper, d'organiser, de valoriser les connaissances produites sur les régions littorales, telles que le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Et là, nous pouvons dire que même il y a la possibilité de déposer un document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est en ligne peut proposer un dépôt de son ouvrage, de sa thèse ou de son mémoire dans la rivière du Sud ou dans le dépôt institutionnel rivière du Sud. L'UGB également, nous ne sommes pas en reste. Nous avons presque finalisé un projet qui s'appelle Pseudonyme. Pseudonyme, c'est le service
de la documentation numérique de l'UGB. Donc, si vous voyez le mot CEDO, c'est inspiré du mot Wolof CEDO. CEDO, c'est partagé, qui signifie encore service de la documentation numérique de l'UGB. Le projet est presque finalisé. On va bientôt, Inch'Allah, lancer le projet en grande pompe et vous serez tous invités au lancement de ce projet qui va un peu essayer de seconder les dépôts existants. Les autres universités également ne sont pas à reste. L'IAGE a déjà fait. Bambey est en route pour le projet de dépôt institutionnel. Il y a également le projet de dépôt institutionnel de l'université Amadou Mahtar Mbow qui est également en projet. Également, toutes les universités sénégalaises sont en train de faire tout pour au moins réaliser quelque chose dans le cadre de leur dépôt institutionnel. Nous pouvons également féliciter et remercier encore une fois le CNDST qui a porté un projet qui s'appelle thèse.sn ou même thèse, c'est-à-dire c'est les mémoires et les thèses qui sont produits ou reçus par les universités sénégalaises dans le cadre de la recherche. Et ce projet-là, on a eu à tenir un séminaire avec le professeur Bernard à Saly, et je pense que le projet vraiment est en cours. Peut-être bientôt, le lancement sera effectif. D'autres dépôts également au niveau international, c'est-à-dire à l'extérieur du Sénégal, comme par Aix-Marseille, que vraiment j'ai eu l'occasion de visiter. Ils ont un excellent dépôt. Et il y a également l'université de Namur en Belgique et entrepôt de données de recherche. Là, je vous dis, mes chers amis, si on peut exploiter cette base, nous avons presque tous les dépôts institutionnels qui sont répertoriés et qui permettent d'avoir des thèses et des mémoires. Rien que avec un ou deux exemples que j'ai pu peut-être prendre, le répertoire francophone tel, thèse érudite avec plus de 170 600 thèses. Il y a le répertoire francophone intentionnel, Archimère, international Archimère, il y a Archives ouvertes de l'IFREMET, il y a Dune de Langère. Tous ces dépôts-là nous permettent d'avoir des centaines de milliers de thèses et de mémoires. Il y a également les répertoires nationaux comme IDEAS, avec plus de 5 millions, je dis bien 5 millions de documents en économie. Il y a l'OATD, Open Access Thesis and Dissertation, plus de 6 millions de thèses et de mémoires. Mes chers amis, je vous dis, avec ces outils-là, on ne peut plus ne pas avoir accès à la documentation scientifique. Donc, on aura l'exemple de voir tous ces outils. Sinon, on va programmer une autre séance pour essayer d'aller en détail dans ces outils. Essayez également de voir d'autres sources qu'on peut explorer, comme la bibliothèque de Gallica. La bibliothèque de Gallica, c'est une bibliothèque numérique qui répertorie des livres, des images, des cartes, etc. Il y a de la bibliothèque de l'université Toulouse 3, qui rassemble les périodiques électroniques, etc. Il y a l'Ex-Yves, qui est une bibliothèque en libre accès de plus d'1 million d'e-print en physique, mathématiques, etc. Donc, on a recensé pas mal d'outils qui seront utiles à la recherche scientifique. Et ces outils-là seront mis à la disposition de l'assistance, parce que je vais partager le support après. Les mémoires et les thèses de l'Université de Laval, qui sont disponibles via le lien www.thèseulaval.ca. Et également, on peut avoir d'autres thèses via l'Institut national de recherche agronomique, INRIA. Il y a également Journal Open Edition, qui est une base de données qui permet d'avoir plus de 558 revues et 11 388 livres. Autre source également à explorer. Tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur les bibliothèques numériques. Je vais mettre l'accent maintenant sur les revues. Et les revues sont plus importantes même que bien entendu, les dépôts. Parce que les dépôts, c'est souvent les universités. Alors que les revues, c'est la chaire, c'est-à-dire, c'est les professeurs Bernard Dion, les professeurs de l'EBAD qui constituent la chaire des sciences de l'information et de la communication. Cette chaire-là, c'est la chaire qui valide une revue. C'est les revues qui sont maintenant publiées pour permettre à l'assistance ou aux chercheurs de pouvoir avoir exactement ce qu'ils cherchent dans le cadre de la science. Donc, moi, je préfère un article de revue qu'une thèse. Et là, peut-être le professeur Bernard dira pourquoi. Nous avons également d'autres outils qu'on peut explorer, comme, je ne l'ai pas mentionné dans cette présentation, mais je l'avais mis quelque part. Il y a un outil magnifique
extraordinaire qui a plus de 200 000 ressources. C'est Research for Life. Research for Life, c'est un outil qui a 5 bases de données. On a Agora dans le domaine de l'agriculture, il y a OARE dans le domaine de l'environnement, il y a ARDI dans le domaine des sciences de l'industrie, et il y a INARI, ARDI et OARE. Donc, dans ARDI, on a les sciences juridiques. Et dans INARI, on a les sciences médicales et biomédicales. Donc, le total, nous avons une base qui fait plus de 200 000 ressources. Il y a également certaines bases qui sont également disponibles dans certaines universités, comme ScholarVox. ScholarVox, qui est une inscription qui est faite par le ministère de l'enseignement supérieur. En tout cas, nous, à l'UGB, on a ScholarVox. Les étudiants viennent s'inscrire à ScholarVox pour disposer d'ouvrages scientifiques. Maintenant, en deuxième lieu, nous allons essayer de voir la démarche de la recherche. Parce que M. Dia, Mamadou, en réfléchissant sur le thème, il m'a proposé recherche documentaire scientifique, outils, démarche et méthode. Outils, on en a parlé. Maintenant, on va essayer de voir la démarche de la recherche. Pour faire une bonne recherche, il faut toujours faire ce qu'on appelle la traduction du sujet en équation de recherche. Et pour cela, il faut trouver les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? On dit qu'un mot-clé, c'est un mot important. Exemple de mots-clés. Par exemple, je donne un exemple. Bon, je suis souvent dans le domaine de la médecine. Excusez-moi, je suis trop penchant là envers la médecine. C'est normal parce que je suis avec les collègues de la médecine depuis plus de 20 ans. Raison pour laquelle tous les exemples, je les tire à partir de la médecine. Donc, si on prend un exemple, c'est bon. Voilà. L'exemple que je vais prendre tout de suite, c'est... Je dis... Oui, il y a une intervention. C'est bon, je peux continuer? Madame la modératrice? Oui, vous pouvez continuer. D'accord, d'accord. J'ai Il y a entendu quelqu'un qui a ouvert son micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. D'accord, merci Madame la modératrice. Donc là, je disais tout simplement, on peut prendre un exemple. Par exemple, droit du client en santé de la reproduction au Sénégal et au Mali. Je prends un exemple de sujet. Le droit du client en santé de la reproduction au Sénégal et au Mali. Ça, c'est un sujet. Et ce sujet-là, pour le traiter, il faut tout faire pour traduire ce sujet en équation de recherche. Et pour traduire ce sujet en équation de recherche, il faut sortir les mots-clés. On dit que le mot-clé est un mot important. Par exemple, droit du client. Ici, qui est le client? En santé de la reproduction, on peut mettre droit du patient, on peut mettre droit du malade, on peut mettre droit du soigné, on peut mettre droit, etc. Donc là, pour au moins ne pas mettre droit du client sur Internet, on peut mettre droit du patient, on peut mettre droit du malade, on peut mettre droit du soigné, on peut mettre droit du prestataire, parce qu'il y a certaines disciplines médicales, ils n'utilisent pas le mot patient, ni le mot malade, mais ils préfèrent le mot prestataire. Donc, le droit du prestataire, le droit du malade et le droit du patient. Donc, il nous faut toujours traduire le sujet en mots-clés. Il y a également le fait de traduire les sujets en anglais. Pourquoi c'est important? Parce que je le dis souvent, même les Anglais, même les francophones parlent français, parlent anglais. La preuve, si vous allez dans les congrès, souvent les présentations sont faites en anglais. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'anglais. Donc, si, par exemple, nous faisons une recherche, dans certaines bases de données, si vous faites la recherche avec les mots français, vous risquez de ne rien trouver. Raison pour laquelle il faut toujours souvent utiliser la recherche avec les mots-clés en anglais. Utilisez également les opérateurs booléens. Qu'est-ce qu'un opérateur booléen? Qu'est-ce qu'un opérateur, etc. On verra les opérateurs. La liste des opérateurs est déjà décrite. On verra une à une. Donc, trouver des sources, là, on en a parlé. Identifier également les outils nécessaires. Là, c'est important. Parce que quand je le dis, c'est important, parce que c'est important. Parce que tout simplement, l'exemple que je donne souvent à mes étudiants, si vous devez acheter de la viande, au lieu d'aller au marché poisson, mieux vaut aller à la Seras. Donc, le besoin de l'information nous permet d'avoir quel site, quelles ressources, quelles utiliser. Si vous devez faire une recherche générale, utilisez les moteurs de recherche de manière générale. Maintenant, si vous devez faire une recherche scientifique, utilisez les moteurs de recherche scientifiques, etc., etc. Maintenant, pour la collecte des documents, souvent, les étudiants me demandent, monsieur, comment faire pour identifier un beau document? Je me rappelle le professeur Diarra,
il nous disait il faut sentir un bon document. Comment sentir un bon document? Et pour sentir un bon document, c'est très simple. Il faudrait partir de 3 éléments essentiels. L'actualité, la fiabilité et la pertinence. C'est quoi la pertinence d'un document? La pertinence d'un document, c'est en rapport avec la source. On nous a appris que pour une bonne source, il faudrait voir ça provient de qui ou d'où. Par exemple, si le professeur Bernard parle de la bibliothéconomie, c'est une personne de référence qui doit parler de la bibliothéconomie. Si l'EBAT donne une information en rapport avec un document, etc., on sait que c'est l'EBAT parce qu'elle est habilitée, etc., etc. Il faut voir la source de l'information. Il faut également voir l'extension du document. Par exemple, certaines informations, s'ils proviennent d'une extension institutionnelle, on sait que cette information, elle est valide. Par exemple, document qui vient de .sn, .ba, .bep, US, ça permet de valider l'information. Et également, si l'information vous provient des canaux de communication d'une institution, on regardera est-ce qu'effectivement, par exemple, si l'ASBAT donne une information, parce que même la signature du président de l'ASBAT, elle peut être piratée. Elle peut être, voilà. Donc, de ce fait que si vous voulez savoir cette information, elle est fiable ou pas, allez à la source. Maintenant, l'actualité du document, il faudrait que chaque document puisse être daté de moins de 10 ans dans le domaine de la science. On peut me dire, mais est-ce que si on fait une étude rétrospective, dans ce cas peut-être, mais si on fait une recherche sur Internet, privilégier les documents datant de moins de 10 ans. Il y a même certains collègues qui disent, même 10 ans c'est beaucoup, il faudrait se focaliser sur les documents qui datent de moins de 5 ans. La pertinence, bien entendu, c'est le domaine. Donc si vous faites une recherche, veillez à avoir au moins la pertinence en rapport avec le domaine de recherche. Et là, ceci nous permet de voir les étapes de la recherche. Pour la recherche, il faudrait tout simplement définir le sujet et reformuler les questions de recherche. Pour chaque sujet, il faut essayer également de reformuler les questions de recherche. Identifier des mots-clés, je l'ai dit tantôt, recherche et collecter des documents, évaluer et sélectionner, organiser et gérer, exploiter des documents et enfin rédiger les résultats. Et pour cela, comme je l'ai annoncé tantôt, le choix des mots-clés. Pour choisir un mot-clé, il faut minimum avoir un mot-clé de départ. Dans tout sujet, n'importe quel sujet vous aurez à traiter, il faudrait toujours un mot-clé de départ. Droit du client en santé de la reproduction. Ici, le mot de départ, c'est la santé de la reproduction. Parce que ici, tout ça tourne autour de la santé de la reproduction. La santé de la reproduction, c'est la santé de la mère et de l'enfant, c'est la santé gynécologique, c'est la santé obstétrique, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a toujours un départ. Par exemple, si je dois faire une thèse sur, je dis n'importe quoi, hein, je donne un exemple sur le dépôt institutionnel de l'Université Gaston Berger, une thèse. Maintenant, là, on a dans le dépôt institutionnel, il y a ce qu'on appelle les archives ouvertes, ou également la vulgarisation de l'information, il y a également l'accès au open access, etc., etc. Donc là, il y a des mots-clés jusqu'à avoir la documentation. Donc, on peut aller du général au particulier. On peut aller aussi du particulier au général. L'ordre des mots-clés également, c'est important. Parce que certains moteurs de recherche, le fait d'avoir un mot, la manière dont vous utilisez un mot, la méthode d'encodement des mots-clés est importante. Donc, recherche documentaire avec 2 mots, par exemple, chirurgie cardiaque et la cardiologie chirurgicale, ce n'est pas la même chose. Donc, l'ordre d'encodement des mots est important. Est-ce qu'il faut mettre dans la recherche le premier mot ou il faut mettre le deuxième mot pour avoir exactement les résultats fiables? La qualité également des moteurs. Il faudrait voir, est-ce que je dois faire, je l'ai dit tantôt, je dois préparer du thieboudjen. Est-ce que je dois aller au marché poisson? Est-ce que je dois aller à Serras? Est-ce que je dois aller dans un marché comme Castor? Est-ce que tout cela, c'est dans la recherche et dans également le besoin qu'on va formuler qui nous permettra de voir exactement, je vais aller sur l'outil à la place de l'autre. Les synonymes, c'est important. Parfois, on fait une recherche et on a des synonymes. Je l'ai dit, patient, malade, soigné, soignant, etc. Donc, c'est des synonymes comme ça qu'il faut essayer de voir. Par exemple, si on dit réseaux sociaux, je pourrais utiliser un mot Facebook, malgré Facebook, c'est un élément des réseaux sociaux. Donc, dans la recherche, je peux utiliser le mot Facebook comme je peux utiliser le mot réseaux sociaux. Homonyme, c'est important. Parce que Google ne vous permet pas, Google, ce n'est pas un humain.
le professeur l'a dit tantôt, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. La recherche avec les intelligences artificielles, elle est différente de la recherche avec les moteurs de recherche traditionnels. Les moteurs de recherche traditionnels ne peuvent pas faire la différence entre les chaînes de caractères. Parce que si je fais une recherche sur Jaguar, M. Dia, s'il met Jaguar sur Google, Jaguar peut être animal, peut être aussi automobile. Mais qu'est-ce qui me dira que moi, je veux faire la recherche sur Jaguar? Donc, c'est les mots-clés, c'est les opérateurs booléens qui vont permettre d'avoir Jaguar animal et Jaguar voiture. Donc, si je mets Jaguar sauf animal, Jaguar sauf voiture, et là, vous allez voir que dans les résultats, on aura des documents différents. Et là, il y a un terme sur lequel je ne vais pas peut-être épiloguer trop, c'est ce qu'on appelle la sémantique, la terminologie ou les lexiques. Nous, en tant que professionnels de l'information, le problème est réglé parce que nous avons ce qu'on appelle les thésaurus. Et là, on peut même, dans un thésaurus, voir exactement le langage naturel qui n'est pas utilisé. Nous, on a un langage professionnel, on a un langage codé. Le langage codé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme les médecins, au lieu de dire mot de tête, les médecins préfèrent céphalée. Par exemple, nous également, dans notre langage, il y a des mots qui sont génériques, qui ne signifient rien, absolument rien. Donc, il faut au moins l'utilisation d'un thésaurus pour faire vraiment une bonne recherche. Autre chose également, dans la recherche sur Internet, il faut être patient. Il faut avoir un œil ouvert, un esprit critique. Pourquoi un esprit critique? Parce qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on vous donne sur Internet. Un étudiant me l'a posé un jour. Monsieur, est-ce que tous les documents qui sont en format PDF sont bons? Non, je dis que ce n'est pas bon. Parce que moi-même qui vous parle, je peux faire tout de suite un document qui signifie rien du tout, le mettre en format PDF et le mettre sur Internet. Tous les documents en format PDF, ce n'est pas parce qu'il est PDF, il est bon. C'est parce que tout simplement, c'est le contenu, c'est la méthode AFP qui vous permet de différencier un document bon d'un document qui n'est pas bon. Encore une fois, par rapport à la patience, par rapport à l'œil critique, nous avons également, par rapport à ce qu'on appelle l'esprit critique, j'en ai parlé tout à l'heure, et on va voir, surtout par rapport à la démarche, parce que M. Diama dit de parler sur les démarches. Donc, pour la démarche aussi, au lieu de faire une recherche sur Internet, d'utiliser les lettres capitales, je vous préconise d'utiliser toujours, je dis bien, les lettres minuscules. Recherche sur la santé. Bon, là, je vais sortir même du cadre de la santé, j'en parle toujours. Science de l'information. Tous les mots doivent être écrits en minuscules, en lettres minuscules. Donc, parce que tout simplement, si vous écrivez France en lettres majuscules, va prendre en compte France en majuscule, France avec F majuscule, France avec tout minuscule. Donc, mais si vous mettez France en majuscule, vous pouvez ne pas avoir les mots qui concernent France en lettres minuscules, etc., etc. Et les ponctuations également. Si je fais la pédiatrie avec l'accent circonflexe, je pourrais ne pas avoir des documents qui parlent de pédiatrie ou pédiatrie avec l'accent circonflexe. Donc, mieux vaut ne pas utiliser d'accent sur Internet, mieux vaut ne pas utiliser de lettres majuscules sur Internet, et mieux vaut également de ne pas utiliser l'anglais américain sur Internet. Il faut utiliser l'anglais britannique. L'anglais britannique, c'est United Kingdom. Nous tous, on l'a appris. Donc, ça vous dit quoi? Ici, on a deux mots qui sont différents. Lorry, chez les Américains, ils utilisent truck pour parler de voyage, alors que les UK utilisent lorry, etc., etc., etc. Il faut vraiment utiliser l'anglais britannique au lieu de l'anglais américain dans la recherche d'informations. Et enfin, un dernier conseil par rapport à cette slide, il faut toujours faire très attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, être patient sur Internet, parce que l'Internet n'est pas une parole d'évangile. L'Internet n'est pas la Bible, l'Internet n'est pas le Coran, l'Internet n'est pas la Torah. L'Internet n'est pas une parole d'évangile. Donc, tout ce que vous voyez sur Internet peut être faire l'objet de critiques. Raison pour laquelle, là, j'aime bien ces questions. Il faut savoir le qui, le quoi, le où, le quand et le comment. Ça veut dire quoi? C'est en anglais, ce qu'on appelle en anglais les 5 W. The why, the what, the where, the when, the who. Les 5 W sont importants dans la recherche. Qui parle? De quoi il parle? À qui il parle? Pourquoi il parle? Et comment il parle? Et là, si on parvient à régler ces problèmes, je pense qu'on pourra faire une excellente recherche sur Internet. Je vais accélérer un peu. Les équations de recherche. Exemple. Nous avons également ici l'exemple
Par exemple, je vais donner un exemple aux étudiants, document donnant de l'information sur la planification familiale au Sénégal et au Mali. Je leur ai dit, donnez-moi les mots-clés. Il y a des étudiants qui m'ont même donné document donnant, document d'information. Non, non, non. Là, c'est juste une indication. Parce que si on dit document donnant de l'information, on n'a pas besoin de sortir dans les mots-clés un document donnant. Parce qu'on sait qu'on fait une recherche sur Internet. Et la recherche sur Internet, le résultat, c'est de trouver des documents qui donnent de l'information sur. Donc ici, ce qu'il faut mettre l'accent, c'est PF, planification familiale. Un autre mot-clé, c'est Sénégal, et l'autre mot-clé, c'est Mali. Donc, il nous faut des mots-clés géographiques et des mots-clés thématiques. Ici, le mot-clé qui est le plus important, c'est PF, planification familiale. Et également, comme je l'ai dit tantôt, il faut au moins dresser la liste des concepts qui font ou qui donnent presque la même chose. Mali, Mali, Malien, Malienne. Il ne faut pas seulement se limiter sur Mali. Si vous faites une recherche sur le Mali, mettez Malien, Malienne, Mali. Et là, vous aurez plus de résultats par rapport à ces trois mots. Au lieu de faire Mali seulement, je préfère Malien, Malienne, Mali, etc. C'est la même chose que dans la planification familiale. Si vous mettez la recherche avec planification familiale seulement, vous risquez de ne pas avoir contraception. Alors, contraception, c'est la planification familiale. Le mot en anglais ici, c'est family planning. Donc, il y a certains moteurs de recherche. Si vous mettez planification familiale, vous risquez de ne pas trouver de résultats. Mais si vous mettez family planning, vous aurez plus de résultats que le mot en français. Et enfin, relier les concepts avec des opérateurs booléens. C'est quoi un opérateur booléen? On se rappelle en classe, on nous a appris les 3 opérateurs booléens. Or, and, not. Il y a certains moteurs qui ont déjà associé les opérateurs booléens dans la recherche. Donc, il suffit de mettre le premier terme, mettre l'opérateur booléen, le deuxième terme, et enfin le troisième terme. Donc, ça, on peut mettre chirurgie cardiaque pour les jeunes. Maintenant, il faut juste mettre chirurgie cardiaque et associer end jeune. Ça veut dire la chirurgie cardiaque pour la jeunesse. Pour la chirurgie cardiaque pour les jeunes, c'est il y a une tranche d'âge pour les jeunes. Et là, etc., etc., on peut en parler après. Mais sachez que le OR permet d'avoir les recherches des documents qui parlent de prestations et de qualité. Mais moi, je préfère utiliser le OR, le NOT et le AND. Mais je privilégie l'opérateur AND. Pourquoi? Parce que AND vous permet d'avoir plus de résultats. Donc, malheureusement, dans la diapositive, je pense que c'est une fausse manœuvre qui nous a permis de ne pas avoir les autres opérateurs. Mais le OR, c'est un opérateur qui est un peu aléatoire. On peut utiliser le OR que pour les noms de lieux. Par exemple, si on fait une recherche sur les sciences de l'information, tout ce qui a été écrit sur les sciences de l'information au Mali et au Sénégal, dans ce cas, on mettra sciences de l'information, Inde, entre parenthèses, Sénégal hors Mali. Ça veut dire quoi? Ici, le hors va être considéré comme le et du français. Ça veut dire nous aurons des résultats sur les sciences de l'information, la science de l'information au Sénégal et en même temps au Mali. Différent maintenant du Inde, le Inde signifie je veux des documents sur la A et le B. C'est-à-dire, je veux des documents qui sont écrits par Momodou Dia et des documents qui sont écrits par Bernard John. Je mets Momodou Dia, document de Momodou Dia, document de Bernard John. Dans ce cas, je suis obligé de mettre le Inde. Donc, vous pouvez toujours émettre les opérateurs dans la recherche scientifique ou dans la recherche de manière générale. Il y a un dernier opérateur que je n'ai pas mentionné ici, c'est le sauf. Le sauf signifie note. Note, c'est quoi? C'est l'exclusion. Je l'ai dit tantôt. Si je veux faire une recherche, en tenant compte, bien entendu, de jaguar, mais je veux le jaguar avec le mot animal. Je ne veux pas le jaguar avec le mot voiture. Donc, je vais mettre jaguar sauf animal. Là, j'aurai effectivement les mots qui sont... Donc, c'est l'exclusion. Les autres opérateurs également, on a l'habitude de les utiliser. C'est ce qu'on appelle les opérateurs numériques qui décrivent une tranche chronologique pour la recherche. Par exemple, le professeur Bernard m'a donné un exercice. Je dois faire une recherche et la recherche, elle consiste à avoir tous les documents sur la science de l'information publiés en 2010 seulement, ni plus ni moins. Dans ce cas, je vais tout faire pour mettre documents ou sciences de l'information égale 2010. J'aurai tous les documents qui sont produits en 2010. Et là, les documents supérieurs à 2010, bien entendu, le signe supérieur. Inférieur ou égal en 2010, c'est inférieur ou égal. Supérieur à 2000, etc., etc. Maintenant, si je veux avoir
des documents en intervalle, c'est-à-dire, je veux faire une recherche sur les différents gouvernements du Sénégal. Gouvernement du Sénégal, je mets 2010-2024. J'aurai tous les gouvernements qui se sont succédés de 2010 à 2024, ni plus ni moins. Ça ne dépasse pas 2024, ça ne va pas au-delà de 2010. Donc, c'est ça, en quelque sorte, les opérateurs numériques. Et enfin, par rapport au dernier opérateur qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'opérateur Guillaume. C'est quoi les Guillaume? Les Guillaume, mes chers, je vous dis que moi, c'est là où je perds plus de temps. Au début, j'allais sur Internet, je faisais une recherche, je tombais sur des résultats qui ne disent rien du tout par rapport à ma recherche. Mais depuis que j'ai connu les Guillaume nous permettent d'être précis dans la recherche. En faisant quoi? Par exemple, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est aller sur Google Scholar, mettre sciences de l'information. Avec les Guillaume, on aura 8130 résultats. 8130 résultats, je dis bien. Contrairement à la non-utilisation des Guillaume, on a plus de 920 000 résultats sur la même requête. Qu'est-ce qui différencie? C'est juste l'utilisation des Guillaume. Donc, les Guillaume, c'est quoi? Les Guillaume permettent, les Guillaume permettent du moins d'avoir une masse de résultats. Les Guillaume permettent également d'avoir une durée de la recherche. La durée de la recherche et mais surtout également la masse de résultats. Donc là-bas, la durée est plus longue et également la masse de résultats elle est plus importante. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des documents qui parlent exactement de sciences de l'information. Parce que c'est deux mots qui sont unis. Par contre, si on ne met pas les Guillaume, la recherche va être faite sur science, information à part et en plus, on va fusionner les mots. Science à part, information à part et la fusion des mots, ce qui fait qu'on aura plus de 900 000 résultats, ce qui fait que la recherche, elle sera faite de manière isolée. Et là, la recherche, la rédaction bibliographique en dernière étape, pour peut-être essayer de nous donner des exemples. C'est quoi la rédaction bibliographique pour les scientifiques? Là, on va pas peut-être, on nous a décidé de parler de manière générale sur bien entendu, la recherche documentaire scientifique, outils, méthodes et démarches. Outils, méthodes et démarches. Donc, M. Dia a été très intelligent. Je pense qu'il m'a même piégé en me donnant un thème assez vaste, outils, méthodes et démarches. Donc, dans la méthode, dans la démarche, on pourrait également ne pas parler également de la rédaction, qui est un élément clé de la recherche scientifique. C'est quoi la rédaction? La rédaction, elle nous permet d'éviter le copier-coller. Donc, le professeur Bernard qui est là, qui est notre maître, qui nous a épaulé et Inch'Allah, on compte également travailler avec lui dans beaucoup de projets. Et il nous dit souvent, il faut toujours citer les sources. Moi, je lui ai proposé un jour un draft, mais la seule chose qu'il a regardé en premier, c'est d'abord les références. Donc, pour vous dire que les enseignants-chercheurs veillent comme du lait sur le feu sur les références. Donc, il faut toujours utiliser les références. Il faut toujours citer ces références. Donc, les références, elles doivent avoir trois qualités. La première qualité, c'est la cohérence. La deuxième qualité, c'est la lisibilité. Et la troisième cohérence, c'est la précision. Donc, les qualités sont importantes pour avoir de bonnes références. En particulier, deux principaux impératifs. Un, respect de la ponctualité et de l'abréviation, mais également la constance de la forme tout au long de la bibliographie. C'est-à-dire, dans une bibliographie, on ne doit pas utiliser deux normes différentes. Soit on est dans Vancouver, soit on est dans APA, soit on est dans MLA, soit on est. Mais dans un même travail, il ne faut jamais utiliser deux formats de référence différentes. Mais en tout cas, la majeure partie des disciplines utilisent le modèle APA. Je vais montrer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le modèle APA, et c'est important. Et les documents les plus utilisés dans la citation, c'est les articles, les livres et les thèses. Pourquoi? Parce que ces documents-là, ils sont considérés comme des documents scientifiques. Un article est un document scientifique. Un livre, parfois, peut être un document scientifique. Et une thèse, elle est d'office un document scientifique. Maintenant, entre une thèse et un mémoire, moi, je préconise un mémoire, une thèse du moins. Parce que la thèse, elle prend plus de temps. La thèse, bon, je ne dirais pas qu'elle est plus sérieuse, mais dans la démarche, même au niveau de la soutenance, le jury d'une thèse, il est plus solennel que le jury de mémoire. Vous voyez, donc ce qui fait que moi, je privilégie en tout cas les thèses par rapport aux mémoires. Dans le débat, moi, je fais qu'ouvrir le débat, après on pourra voir ce que les autres proposent. En tout cas, l'essentiel, moi, je préconise d'utiliser la thèse aux mémoires, l'article à la thèse.
Donc, si vous devez faire un travail, là, une réponse que j'ai l'habitude d'entendre, les étudiants me demandent souvent, monsieur, pour les références, qu'est-ce que vous nous préconisez? Je vous dis que toujours pour les références, essayez d'avoir le maximum d'articles. Et après, les thèses, peut-être les livres et les mémoires, en quelque sorte, pas nombreux. Moi, en tout cas, dans mes travaux, ou bien les étudiants que j'encadre souvent, je leur dis qu'il faut toujours avoir 80% d'articles. Bon, le chiffre peut être très élevé, mais en tout cas, il faut au moins avoir plus d'articles que de thèses, plus de thèses que de mémoires, etc., etc. Donc, si on a plus d'articles dans la recherche ou dans les références bibliographiques, ça montre également la scientificité, la pertinence également de ces... Maintenant, quels sont les éléments importants à mettre dans une RB? RB, c'est la rédaction bibliographique ou la référence bibliographique. Il faut d'abord le titre de l'auteur. Et pour l'auteur, il faut le titre et le prénom. Le nom et le prénom. Le nom, souvent, tout dépendra. La référence du nom, s'il vous plaît. Pour le nom de l'auteur. Oui. Il y a un micro qui est ouvert. Je disais, pour rapport à l'auteur, il faut privilégier deux éléments, le nom et le prénom. Dia Mamadou. Donc, un document qui est écrit par Mamadou Dia, on mettra Dia Mamadou. Donc, tout dépendra maintenant de la référence, de la norme utilisée. Il y a des normes, on ne met pas le nom, le prénom de l'auteur, mais on met juste l'initiale ou les initiales de l'auteur. Par exemple, Mamadou Dia, on met Dia, M, etc. On va y revenir tout à l'heure. Le titre du document ou le titre de l'article, le lieu d'édition, la maison d'édition, la date d'édition, la collection, s'il s'agit maintenant d'un livre. Et enfin, s'il s'agit d'un article, on a le volume, le numéro, l'année et les pages, c'est-à-dire les pages du début et les pages de fin. Là également, s'il s'agit d'un article, il ne faut jamais prendre toute la revue du mois. Il faut juste prendre les pages de début et les pages de fin où se trouve exactement l'article. On va y revenir dans la pratique. Et là, pour aller vite, un exemple de référence bibliographique. Pour l'ouvrage, c'est ce qu'on aura avec la norme APA, bien entendu. La norme APA, toujours, c'est les parenthèses qui viennent tous après le nom de l'auteur. Pour pouvoir identifier les références, s'il s'agit de la norme APA, automatiquement, après le nom de l'auteur, on a l'année. Et après, les autres éléments viennent, comme le titre du document, l'édition, le lieu, etc. Donc, il s'agit maintenant d'articles. On a effectivement, là, s'il s'agit d'un article, on a effectivement, ce qui change, c'est la revue, le nom de la revue, Santé publique, c'est le nom de la revue. 22, c'est le volume, et toujours, entre parenthèses, le numéro. Le volume a toujours un numéro. Souvent, il y a des volumes qui n'ont pas de numéro, mais en tout cas, la majeure partie des articles qui sont dans les revues ont des volumes, et dans les volumes, on a des numéros. Donc, il faut, et après, il y a ce qu'on appelle les pages de début et les pages de fin. 229, c'est la première page de l'article, et 238, c'est la dernière page de l'article, etc. S'il s'agit d'une thèse, c'est la même chose. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, on peut l'avoir de manière très rapide on peut avoir ça de manière très rapide dans un logiciel, avec le logiciel du moins, de gestion bibliographique tel que Zotero. Donc là, j'ai dit tout à l'heure à M. Dia qu'il pourra peut-être organiser ou préparer une autre séance où on parlera que de Zotero, ou bien on pourra également explorer d'autres. Maintenant, les conseils que je donne d'abord, avant d'aller dans la pratique, en quelques minutes, que j'ai prévu de faire une présentation à 45 minutes, 35 minutes, et là, de faire également une pratique en 30 minutes et de donner peut-être les 30 minutes autres pour les discussions. Mais avant d'ouvrir les discussions, j'aimerais également vous donner quelques conseils méthodologiques et stratégiques. Et avant tout, il faut automatiser sa veille. C'est-à-dire, il faut utiliser des outils de veille comme Google Alert, on en a. Il y a également Google Scholar qui a une alerte, etc. etc. C'est quoi une alerte? Une alerte, c'est de recevoir de l'information. Au lieu d'aller vers l'information, c'est l'information qui vient vers vous. On nous a appris également à l'EBAD, le push et le pull. Donc, ce sont deux termes importants et c'est là qu'ils sont importants, ces termes, dans le cadre de la veille informationnelle. Donc là, quelqu'un me l'a dit hier, vous savez que les soviétiques, les asiatiques, ils anticipent toujours sur l'information. Donc, il y a même un pays, je ne veux pas faire de la stigmatisation puisqu'on est en ligne, on ne sait pas ceux qui nous suivent, mais il y a un pays
dont tout le monde a peur de ce pays-là parce que tout simplement, il a de l'information. Il anticipe sur tout. Ce pays-là, il est en avance sur tout le monde parce qu'il a de l'information. Donc, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, si vous devez avoir le pouvoir, si vous devez être puissant, ayez toujours l'information. Même chez nous, là, parfois, il y a des gens qui sont mieux que les autres parce que tout simplement, ils détiennent de l'information. Donc, pour détenir de l'information, il faut faire de la veille, il faut faire de la recherche, il faut être outillé. Il y a également le profil auteur. S'il y a des chercheurs parmi nous, le conseil que je donne, c'est essayer de tout faire pour avoir votre profil dans les bases de données. Par exemple, RechercheGate, souvent les chercheurs sont souvent dans RechercheGate. Également, il y a même des profils qu'on peut activer sur Google Scholar. Et je vais montrer tout à l'heure, si le temps nous le permet, comment activer un profil dans Google Scholar. Et ce qui fait que tous vos articles seront indexés. Et là, vous allez ce qu'on appelle la bibliométrie. La bibliométrie, elle est importante pour un chercheur. Tout chercheur doit avoir ce qu'on appelle une e-réputation. Donc, combien de fois j'ai été cité, combien de fois mon article a été cité, combien de fois les recherches que j'ai eu à faire ont été citées. Ça, c'est important. La deuxième chose, ou bien le deuxième conseil, c'est de gérer les versions de documents et organiser ces fichiers. Là, souvent, on le fait dans le cadre de formation en archivistique. On nous dit toujours qu'il faut reformuler, il faut renommer les documents. Par exemple, si vous travaillez sur votre thèse, vous avez donné votre thèse au professeur Bernard. Le professeur Bernard a lu, corrigé et il vous a envoyé la deuxième version. Mettez toujours V2. La troisième version, V3, jusqu'à la version finale, vous mettez VF, ça veut dire version finale. Il faut toujours renommer. Parfois, des collègues se perdent dans leur machine parce que tout simplement, ils n'ont pas pris le temps de renommer les versions des documents. Il faut toujours gérer les fichiers, les organiser. Moi, en tout cas, quand je fais un travail, j'ouvre un dossier, je l'appelle mon mémoire. J'ouvre un autre dossier, je l'appelle ma thèse. Et dans la thèse, version, lecture, à lire, à corriger, à adopter. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, vous prenez toujours le temps d'organiser vos fichiers et également, vous allez avoir également un gain de temps à les retrouver. Si on organise mal nos fichiers, on les retrouve mal. Et on aura également une perte énorme de temps. Donc, il faut toujours essayer d'organiser sa recherche. Il faut également toujours d'organiser sa méthode. On peut organiser également ses fichiers dans votre ordre. Et là, le dernier conseil, c'est adapter sa stratégie selon l'avancement du travail de recherche. Il ne faut pas seulement se dire que moi, je vais adopter cette démarche. C'est comme les lutteurs. Par exemple, si on dit, je taquine un peu les lutteurs, Balla Gaye, on dit à Balla Gaye, oui, vous allez lutter aujourd'hui. Balla Gaye, on lui dit que non, ton adversaire là, il faut préparer un chaos. Mais si l'autre s'est protégé, comment vous pouvez avoir le chaos? Non, il faudrait à chaque fois, si vous préparez le chaos, ça ne marche pas. Essayez l'autre, le croc en jambe, essayez jusqu'à avoir au moins, l'essentiel c'est d'avoir la victoire. Il faut toujours adapter votre stratégie selon l'avancement du travail de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque fois, moi, ça m'est arrivé avec le professeur Diarra. Ils n'ont pas de temps. Je suis désolé, mais nos amis enseignants, nos collègues enseignants, ils n'ont pas de temps parce qu'ils encadrent, ils font cours, ils font la recherche, ils sont dans les voyages d'études. C'est nous qui devons les comprendre. Si j'envoie un mail à mon encadrant, il ne réagit pas, je ne vais pas attendre. Je vais continuer le travail, mais je ne vais pas attendre qu'il me revienne pour que je puisse avancer. Non, je vais continuer mon travail. S'il s'agit d'un article, le prof n'a pas de temps, il a plusieurs choses à faire. Il peut me répondre 2 mois après, 1 mois après, 1 semaine après. Tout dépendra du temps qu'il aura pour me répondre. Mais moi, l'essentiel est que je dois avancer et je vais avancer. Donc, c'est des conseils comme ça que je voulais partager avec l'assistance avant maintenant d'aller à la pratique. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou bien, Madame la modératrice, Monsieur le modérateur, est-ce que je dois continuer en attendant de voir ou bien je peux faire la partie technique, comme ça nous permet d'aller vite. Je suis à l'écoute pour continuer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le formateur, monsieur Abdoulaye. Bon, vous pouvez continuer. Ah, très bien. Merci beaucoup. Donc là, pour la partie pratique, parce que moi, je préfère le learning by doing. Et il y a mon frère Mangati qui me dit souvent que ce qu'on apprend, c'est l'informatique s'apprend avec les doigts. Il aime trop utiliser ce terme.
Et je suis parfaitement d'accord avec lui. L'informatique s'apprend avec les doigts. Donc, si on théorise seulement, on risque de ne pas retenir grandes choses. Donc, il faut toujours aller dans la pratique. Maintenant, la première chose à faire dans la pratique, c'est d'abord de vous proposer cet outil merveilleux. Merveilleux, du moins, excusez-moi. Cet outil-là, il est merveilleux. Cet outil, c'est Cursus Edu. Donc, si vous avez de quoi noter, essayez de voir cet outil. Il est magnifique. Rien que cet outil-là, il est là. Cursus, c'est le répertoire des dépôts de thèses et de mémoires et archives ouvertes. C'est tous les bons, je ne dirais pas tout, parce que tout n'est pas possible. La liste peut ne pas être exhaustive. Mais une fois que vous êtes dans ce répertoire des dépôts de thèses, mémoires et archives ouvertes, mes chers amis, sachez que vous avez une mine d'or. Vous avez une mine d'or. Je répète. C'est là, c'est dans le support de cours, vous l'avez ici. C'est là. Vous l'avez ici. C'est répertoire des dépôts de thèses, mémoires et archives ouvertes. Je vais envoyer ce document à M. Dia, qui se chargera, puisqu'il a le mail de tous les participants, qui se chargera de diffuser dans le mailing list ce support. Donc là, c'est la diapositive numéro, je pense, numéro 11, qui vous permet d'accéder à ce répertoire. Si je suis à ce répertoire, j'aurai la possibilité, bien entendu, d'avoir une liste. Là, je me perds un peu. Je vais encore... voilà, donc la contrôle plus. Voilà, là, je suis à ce répertoire. Le répertoire s'appelle répertoire des thèses, mémoires et archives ouvertes. Donc, les collègues qui sont là connaissent certains répertoires. Peut-être il y a certains experts qui sont là, mais moi, je ne parle pas des experts parce qu'on est dans une formation où l'assistance, elle est hétérogène. On a des débutants, on a des niveaux intermédiaires et on a des niveaux avancés. Moi, je parle avec des niveaux débutants. Donc, pour les débutants, pour les répertoires de francophones, on a thèse.sn. Il suffit maintenant de cliquer ici et là, vous avez thèse.sn. Donc là, dans thèse.sn, vous pouvez avoir ici 470 000 thèses soutenues, 78 000 thèses en préparation et 892 792 personnes liées aux thèses accès. Donc là, je peux tout de suite mettre un sujet, sciences de l'information. Il suffit de mettre sciences de l'information, j'ai au moins 1818 résultats sur les sciences de l'information. Donc, je peux tout de suite avoir des résultats sur les sciences de l'intelligence artificielle dans les interactions, etc., etc. Donc, rien que la science de l'information, j'ai au moins 1818 résultats. Et dans ces 1818 résultats, je peux faire également un tri, voir les établissements. Moi, si je veux avoir les disciplines sur la documentation, je veux choisir la discipline, etc. Donc, pour chaque outil, je ne vais pas durer, je vais juste montrer l'exemple, donner un exemple, et là, vous donnez la possibilité après de faire le test une fois à la maison. Donc, on peut, à partir de répertoire thèse.sn, avoir au moins plus de 800 et quelques mille documents sur des thèses. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, je vous propose également tel archive ouverte. L'un des meilleurs outils, en tout cas pour moi, c'est l'un des meilleurs outils. Archive ouverte. Archive ouverte, c'est All, qui vous permet d'avoir, bien entendu, la possibilité de retrouver des millions de documents scientifiques. Puisque M. Dia m'a dit, monsieur le directeur, votre thème est intitulé, et c'est lui-même qui a choisi le thème, Dieu merci. J'étais obligé de me mouvoir sur le thème de M. Dia. En tout cas, c'est un thème très pertinent, mais un thème très vaste. On ne sait même pas où commencer. Mais Dieu merci, on a décidé de parler que des documents scientifiques. Et pour cela, je vous propose un outil qui s'appelle AL. Si vous avez de quoi noter, vous prenez le lien sur www.all.science. Ça, c'est très intéressant. Et là, il suffit d'accéder à ces documents pour au moins avoir 1 539 452 documents scientifiques. Donc, il suffit de mettre ici le thème. Donc, ici, là, le moteur de recherche ou la base de données AL, l'opportunité est qu'on peut avoir une base multidisciplinaire. Ça veut dire quoi?
c'est une base qui vous permet d'avoir... Il y a un micro ouvert. C'est une base qui vous permet d'avoir des documents sur la science, sur la médecine, sur les sciences juridiques, les sciences politiques, etc. Donc ici, HAL, nous avons la possibilité d'avoir une multitude de résultats par rapport à la recherche. Deuxième outil qu'on va présenter, bon là, j'ai même pas, c'est vraiment, c'est compliqué. Moi-même, je ne sais même pas où commencer, parce que c'est une mine d'or. Cet outil-là, c'est une mine d'or. Thèse, HAL, bon, on peut avoir également Medi-HAL. Essayons de voir Medi-HAL, qui est, c'est comme HAL, mais c'est les images et les photos. Si par exemple quelqu'un souhaite avoir, c'est comme les gens qui sont, les Sornafal qui sont au niveau de l'IFAN, ou les Yuba Ndiaye qui sont au niveau du CRDS, ils sont dans les médiathèques, il y a des photothèques. S'ils veulent préserver, diffuser plusieurs images scientifiques, ils peuvent venir ici. La recherche, elle peut être faite dans le cadre de la recherche scientifique avec des photos, des images et des vidéos. Donc là également, ce répertoire vous permet d'avoir des photos et des images et enfin des vidéos. Donc sachez que tous ces outils-là sont francophones. Ceux qui veulent des documents en français, venez ici. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de catalogue SIDOC. Nous tous, on utilise le catalogue. Malheureusement, le lien n'est pas... Bon, là, peut-être c'est un problème de réseau. Souvent, c'est des problèmes de réseau comme ça qui arrivent. Mais néanmoins, nous, on peut peut-être SIDOC, on ferme. Maintenant, on revient à notre répertoire. Dans le répertoire, on peut voir également un autre outil intéressant. Le répertoire est là. On peut voir également un autre outil intéressant. Un deuxième outil intéressant, Bigtel, un répertoire commun des thèses électroniques des universités de Belgique. Bigtel. C'est comme thèse.sn, c'est comme thèse.fr, ou thèse.sn du Sénégal. Mais en tout cas, c'est toutes les thèses de Belgique. Bigtel. Donc là, on peut noter. Et après, Inch'Allah, vous aurez l'occasion d'avoir le support. Et à partir du support, vous pouvez faire vos recherches. Peut-être avec 2 heures de temps, ce n'est pas possible d'explorer toutes les pistes. Donc, il nous faut juste lancer le débat et permettre après au CNDST de choisir un thème et on peut revenir à tout moment, Inch'Allah. Bon, Bigtel est en train de se charger. Donc là, on est en train de charger le serveur Bigtel. Mais en attendant, on peut aller voir un autre outil. Là, on nous dit 10 millions. Regardez ici. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. DART Europe. La DART Europe, c'est des thèses des pays européens. Moi, j'adore cet outil. Mais l'outil que j'utilise depuis plus de 5 ans, c'est celui-là. J'adore cet outil. Il s'appelle OATD, Open Access Thesis and Dissertation. Ça, j'adore. C'est plus de 6 millions de thèses et de mémoires. Donc, c'est des thèses qui sont... Bon, là, quand je dis thèses et mémoires, c'est des documents qui sont publiés à partir de 5 ans. C'est-à-dire, à partir de 5 ans, ces documents-là sont disponibles. Ouais, donc, c'est vraiment une mine d'or. OATD, DART Europe. DART Europe, c'est pour la France, les États-Unis, les pays européens, mais OATD, quant à lui, quant au dépôt, OATD, c'est pour tout le monde. Donc, c'est malheureusement, les étudiants que je propose OATD, ils me disent, oui, monsieur le directeur, ici, souvent, on a des documents en anglais, mais je l'ai dit tantôt, n'ayez pas peur de l'anglais. 90%, pour ne pas exagérer, des documents, plus de 90% des documents sont en anglais. Donc, si vous voulez faire vraiment une recherche scientifique, n'ayez pas peur des documents en anglais. Donc, OATD est là. OpenThesis, c'est un moteur, une mention bibliographique et des résumés de thèses, des millions de thèses. Et également pour les outils internationaux, on a. Bon, puisque j'ai décidé de voir un dépôt institutionnel sénégalais, je vais prendre, bon, je préfère celui de Ziguinchor, Rivière du Sud. Voilà, je vais prendre juste un exemple pour Sénégal. Sénégal également, on n'est pas en reste, on a Rivière du Sud. C'est un outil développé par l'Université de Ziguinchor. C'est le moment de féliciter le collègue Gore, qui est le directeur, Gore Lo, qui est le directeur de cette bibliothèque, qui a vraiment mis en place cet outil. Et en tout cas, c'est l'un des meilleurs outils
dans le cadre des dépôts institutionnels au Sénégal. Donc, vous pouvez même, c'est ce qui n'ont pas, avant-hier, je taquinais un collègue, docteur à l'IGB, il a déposé sa thèse au niveau d'un dépôt international, mais je lui ai dit, on peut déposer au Sénégal. Moi, au lieu de déposer mes documents dans des dépôts internationaux, moi, je préfère déposer au Sénégal. Donc, ici, vous pouvez venir. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en Ziguinchor. Vous pouvez venir ici dans le dépôt et là, remplissez le formulaire, téléchargez-le, remplissez-le et il faut joindre la version électronique de votre thèse, de votre article et de votre mémoire pour pouvoir avoir également votre visibilité dans ce dépôt. Et pour la recherche, bien entendu, je peux faire une recherche sur la géologie. Bon, là, il y a un département, je pense qu'ils ont sociologie. Je vais mettre une recherche sur la sociologie. Voilà, rien que le mot sociologie, il y a au moins 218 documents sur la sociologie. Et là, l'avantage est que ici, les documents de l'UH, de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, sont téléchargeables gratuitement. Il n'y a pas de restriction. Par contre, à Dakar, la bibliothèque numérique de Dakar, c'est une restriction. Mais ici, à Ziguinchor, il n'y a pas de restriction. Téléchargez autant que vous voulez. Ces documents sont téléchargeables gratuitement. Donc, la thèse ou bien l'article ou le document qui est dans la base de données ou dans le dépôt institutionnel de l'UH est téléchargeable gratuitement. Donc là, un dernier élément que je voulais partager sur les dépôts, c'est enfin UGB également, nous avons un projet et le projet, machallah, il est vraiment en cours. Ça, c'est l'UGB. Donc là, l'UGB n'est pas en reste. On a notre dépôt. Malheureusement, il n'est pas encore lancé. Donc, il y a vraiment, on a actuellement plus de 250 thèses qui sont répertoriées dans ce dépôt. Et là, c'est le moment quand même de féliciter tous les collègues, sans exception. Tous les collègues professionnels de l'UGB, ils m'ont fait confiance et ensemble, on a réalisé ce chef-d'œuvre et qui sera lancé bientôt. On attend juste l'aval des autorités pour lancer à grande pompe ce projet. Mais sachez que l'UGB a son dépôt institutionnel qui sera lancé, Inch'Allah, bientôt. En tout cas, je remercie tous les collègues, mais surtout les autorités, particulièrement M. le recteur qui a cru à ce projet. Depuis l'avènement de ce recteur-là, il a vraiment cru à ce projet. Il nous a appuyés, il nous a aidés. Et avec l'appui technique de l'ASPAD, du projet l'ASPAD, on a eu à mettre en place ce projet qui sera, Inch'Allah, lancé bientôt. Maintenant, dans le cadre de la recherche, je vais donner l'exemple de recherche comme avec l'outil, bien entendu, Google Scholar. Donc, beaucoup de nous connaissent déjà, nous connaissons Google Scholar, mais il y a juste certaines fonctionnalités que je voulais partager. Madame la modératrice, monsieur le modérateur, je vais juste faire cette dernière pratique, cette dernière action. Et là, je pense que je vais vous remettre la parole. Et pour peut-être attendre, parce que je voulais même continuer. Même, j'ai dit à la modératrice hier, même avec 4 heures de temps, je ne pourrais même pas finir ce cours, parce que c'est un cours très passionnant et qui a la possibilité de nous fournir beaucoup d'informations qui pourront permettre également d'être vraiment outillés dans la recherche scientifique surtout. Mais par rapport à cet outil-là, beaucoup de collègues font la recherche avec la recherche simple, mais moi, je ne suis pas dans la recherche simple, je préconise la recherche avancée. Mais pour aller à la recherche avancée, il faut cliquer sur les 3 tirets à gauche et en haut, là. Si vous voyez, Madame la modératrice, est-ce que vous voyez là? Confirmez-moi avant de continuer. Oui. Très bien. Donc, si vous cliquez là, vous avez mon profil. Et là, mon profil, par exemple, des collègues comme Bernard qui ont déjà assez de documents sur Internet. Bon, nous, en tant que jeunes chercheurs, on n'a pas encore produit. Mais les collègues comme professeur Bernard, ils peuvent, pour le moment, pour changer le profil et remplir le profil. Je vais vous dire le profil. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la recherche avancée. Donc, si je clique sur recherche avancée, très bien, on a cette interface. Et là, on va faire la recherche simple, sans les guillemets. Je vais faire la recherche simple, avec les guillemets du mot, science de l'information. Donc là, quand je mets mon mot-clé, le mot-clé science de l'information, mais la partie la plus importante, c'est là. N'importe où dans le titre de l'article. C'est-à-dire, si vous avez à faire une recherche dans 2 documents, le premier document traite des sciences de l'information.
il y a un autre document où les sciences de manière générale sont traitées, mais il y a un chapitre qui traite des sciences de l'information. Moi, je ne veux pas un document où un chapitre seulement traite, mais je veux un document où tout le titre est sciences de l'information. C'est là où il faut cliquer. Je ne sais pas est-ce que vous voyez, mais c'est là où il faut cliquer. Donc là, vous aurez des documents. Maintenant, là, je ne vais pas vous brouiller, je vais faire mollo. Je vais faire d'abord la recherche mollo. Là, j'ai mis sciences de l'information. Vous avez vu? Dans les sciences de l'information, là, je l'ai dit tantôt, rien que les sciences de l'information, avec les guillemets, j'ai 8130 résultats. 8130 résultats. Si j'enlève les guillemets, j'aurai plus de 900 000 résultats. Vous voyez, donc 920 000 résultats. Rien que en mettant les guillemets, la recherche elle est plus précise, et en enlevant les guillemets, je suis dans une recherche aléatoire. Maintenant, si je reviens à la recherche avancée, je vais remettre les guillemets, et pour remettre les guillemets, il faut toujours utiliser cette expression exacte. Là, il ne faut pas mettre l'équation ici, il ne faut pas mettre l'équation là, mais il faut mettre l'équation à la deuxième colonne. Par exemple, ici, si vous mettez votre équation, science de l'information, bien entendu, vous aurez effectivement la recherche qui est précise. Mais là, en mettant les guillemets, là, vous avez compris que j'ai quitté 920 000 parce que la recherche, elle était globale. Je suis à 8130 000, mais je peux avoir mieux, regardez, pour avoir mieux, n'importe quel endroit de l'article. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux faire la recherche avec tous les documents qui ont pour titre sciences de l'information. Et dans ce cas, je serai plus précis. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai quitté 920 000. Je suis à 8120, etc. Et là, tous les documents que je viens d'avoir auront pour titre où le mot science de l'information sera quelque part dans le titre. Là, si vous voyez, la science de l'information, la science de l'information, la science de l'information, etc., etc., etc. Et là, même sur les 273 000 résultats, puisque M. Bia m'a dit de parler de la démarche, il faut mettre file type, et là, il faut bien noter cet opérateur, file type, 2 points, sans espace, je mets PDF en majuscule. Les étudiants, souvent, s'ils veulent avoir des documents en format PDF, ils mettent PDF. Non, il ne faut pas mettre PDF, il faut mettre file type. File type, c'est type de fichier PDF. Et là, si je valide, sur les 920 000 résultats qui sont pêle-mêle, j'ai 8 000 qui sont spécifiques à la science de l'information. J'ai 273 000 qui ont pour titre science de l'information. Et sur les 230 qui ont pour titre, il y a 16 qui sont en format PDF. C'est magnifique. Vraiment, on peut faire tous ces documents que nous aurons. Ces 16 documents sont forcément des documents en format PDF. Maintenant, si je veux enlever le format PDF, j'enlève carrément le file type PDF. Et là, je laisse seulement le 3W. Et là, j'aurai 273 000 résultats avec. Et là, si j'enlève également all in title, j'aurai exactement plus de 8 000 et quelques. Et là, j'enlève les guillemets aussi. Je serai à 920 000 résultats. Mes chers amis, chère assistance, c'est ces astuces-là que je voulais partager avec vous. Et il y en a des centaines et des centaines et des centaines d'astuces comme ça que je peux partager. La recherche, vraiment, c'est notre dada. Si je dis c'est notre dada, nous, en tant que professionnels de l'information, ce que je peux faire, M. Diel le fait mieux que moi. Mais juste qu'il est modeste, il m'a proposé, mais il pouvait faire le travail. Madame Farsi pouvait faire le travail. Le professeur Bernard, on n'en parle pas parce que c'est notre maître, c'est lui qui nous a enseigné. Mais j'ai l'habitude de dire à mes collègues, quand nous sommes dans une voiture, nous ne devons pas tous conduire. Parce qu'une voiture, d'habitude, elle fait 5 places, on fait confiance à une personne, et cette personne, si on a confiance en cette personne, elle va conduire, elle va nous mener à bon port. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit ensemble, nous serons plus forts. Donc c'est ces astuces que je voulais partager. Donc il nous reste 30 minutes. Je ne sais pas, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager. C'est vraiment des choses des idées, des astuces qui bouillonnent dans ma tête. Et je ne sais pas même qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais un dernier élément avant de sortir dans Google Scholar, puisque j'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure
de référence bibliographique. Et là, par exemple, à partir de ces résultats spécifiques, là, je mets les guillemets pour être spécifique. Là, à partir de ces résultats, je remets les guillemets, je peux même ajouter voilà. Donc, supposons, ces résultats m'intéressent. Là, je suis à Shanghai, supposons. Je n'ai pas utilisé ma machine. J'ai fait une recherche dans une autre machine. Regardez ici, je peux enregistrer les références. Pour ne pas reprendre la même recherche, j'enregistre 4 ou 5 références. Mais avant d'enregistrer les références, il faut toujours se connecter. Là, il faut toujours se connecter. Parce que Google Scholar fonctionne avec Gmail, avec l'outil Gmail, c'est-à-dire avec la messagerie Gmail. Donc, c'est la même famille. Gmail, YouTube, etc., c'est la même famille. Donc, ça fonctionne ensemble. Donc là, si j'enregistre toutes ces références-là, là, quelqu'un me disait, monsieur, si vous enregistrez les références, où est-ce que vous allez retrouver les références enregistrées? Vous voyez que l'étoile, elle est colorée. Donc, pour les retrouver, il faut aller à ma bibliothèque. Donc, je peux changer d'ordinateur. J'ai quitté Shanghai, je reviens au Sénégal. Je peux travailler sur une autre machine et là, je pourrais retrouver les références que j'ai enregistrées. Aujourd'hui, j'ai enregistré celle-là, celle-là et celle-là. Et là, si nous avons enregistré ces références, on peut les supprimer parce que ces références sont dans notre bibliothèque et notre bibliothèque, ça dépend de nous, on peut les supprimer. Mais par contre, là, on est sur Internet, on n'est pas dans notre bibliothèque, là, on ne peut pas supprimer, on peut citer. Là, si vous voyez, on peut citer selon la référence. Et là, mes chers amis, on peut citer la référence. Là, je copie la référence, je la colle sur mon document Word, donc CTRL-N, New, et là, je colle la référence que j'ai. Et là, un étudiant, un jour, est venu dans mon bureau parce qu'on lui avait proposé 30 références. Il ne savait pas quoi faire. Et quand il est venu dans mon bureau, en 20 minutes, je lui ai donné plus de 100 références. Parce qu'il savait quoi faire. Et là, là, il suffit de cliquer. Là, je clique avec la méthode APA. Je viens. Le professeur Bernard, il nous a enseigné les 8 zones quand on était encore à l'EBAT. Mais là, on n'a plus besoin de maîtriser ces 8 zones parce que là, la machine peut le faire de manière automatique. Donc là, j'ai 2 références. Je peux avoir 3 références selon la norme APA. Et là, vraiment de manière automatique, machallah, on peut vraiment, j'ai 3. Et chaque seconde, je peux avoir une référence. Et en 20 minutes, je peux avoir autant de références. Vous voyez, donc en quelque sorte, on peut faire des références. Et il y a également des outils spécifiques qui peuvent vous permettre de générer, de collecter, de gérer les références. Mais avec la méthode sur Internet également, on peut le faire. Et si vous voyez presque tous les outils, Kearney Info, Recherche for Life, etc., tous ces outils vous permettent de citer les références. À chaque fois, si vous êtes dans un moteur, si vous êtes dans une plateforme, regardez tout le temps les guillemets. Si vous voyez les guillemets, si vous cliquez sur les guillemets, vous avez maintenant les modèles de citation à part que je préconise. À moins que votre encadrant vous suggère une autre référence. Par exemple, on dit que la norme ISO, c'est pour les scientifiques. La norme MLA, les médecins l'utilisent, mais les médecins utilisent plus la norme Vancouver, etc., etc. Chaque discipline a sa norme spécifique. Maintenant, s'il y a une discipline qui n'a pas une norme spécifique, utilisez la norme APA, qui est la norme standardisée internationale. Donc, je fais une course contre la montre pour peut-être donner la parole au plus tard avant les 20 minutes qui nous restent pour la discussion. Donc, dernier élément encore. Ah, les articles. Monsieur Gay, oui. On s'excuse, il nous a été signalé qu'il est temps, il reste une minute. Je ne sais pas. C'est vraiment, c'est avec beaucoup de regrets parce que le cours est tellement intéressant. On a même envie de faire un standing ovation, tellement c'est intéressant. Ce que vous êtes en train de nous dire et de présenter montre que vous avez vraiment du goût en la matière. Donc, moi, je me nomme Abdou Dié, mais je suis agent du CNDST. Donc, on va poursuivre l'activité. Je salue donc le directeur au passage du CNDST, M. Diol, pour les mots de bienvenue et lui félicite pour les efforts fournis pour la marche du centre. La même salutation à Mme Khan pour son message introductif d'ouverture. Et M. Dia, on ne peut pas l'oublier aussi, c'est un
collaborateur il est très proche de nous. Il a été mon professeur, M. Dia, documentaliste à l'UAF. Nous le saluons. C'est un proche collaborateur au CNSC. On l'encourage aussi. Maintenant, pour la suite, après que vous ayez fini, n'est-ce pas, d'exposer, je pense que vous allez nous proposer le format d'échange interactif. Si il faut recueillir les questions et vous les donner, ou bien vous allez répondre question par question. Je ne sais pas quelle est la formule qui vous agrée. Vous allez essayer de voir comment on va le faire, donc, M. Gueye. D'accord, M. Jimmy. Je pense déjà, il y a même des questions qui sont posées en ligne. Je suis en C'est train ça, même on voit de... ça. Voilà. Donc, Ouais. je pense qu'on pourrait voir déjà les questions qui sont posées en ligne. Et si on termine, la réponse des questions en ligne, après, on pourra peut-être vous revenir pour que vous puissiez relancer le débat. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Oui, c'est bon. Vous pouvez répondre directement sur les questions posées en ligne. Comme Oui, ça, très bien. le reste, ça sera juste pour terminer. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vois plus d'encouragement que de questions. Et il y a notre maître également, notre guide, Benoît, Antoine Benoît, qui nous félicite. Et là, c'est un honneur pour nous d'avoir ces grandes personnalités qui nous suivent et qui nous encouragent. Merci, doyen Benoît. Et c'est juste essayer de suivre vos pas. Merci, doyen. Donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut citer un cours? Et là, je dis carrément non, pour ne pas tergiverser sur la question. Mais il y a le maître qui est là, ou il y a les maîtres qui sont là. Il y a le maître Benoît, il y a le maître professeur Bernard. Mais un cours, on ne peut pas le citer. Un cours, il n'est pas un document scientifique. Un cours, il n'est pas un document scientifique, on ne peut pas le citer. Ce qu'on peut citer, c'est les documents que j'ai cités, pour ne pas me citer. C'est en quelque sorte les articles, les thèses, les mémoires. En tout cas, c'est les documents scientifiques qu'on peut citer dans un travail scientifique. Je pense que pour l'autre question, il dit un cours d'université peut être cité dans une à condition que certaines informations. Oui, il dit un cours d'université, même un cours d'université. Je pense un cours, c'est un cours. Un cours fait par un professeur de rang A, un cours fait par un vacataire, c'est un cours. Je pense bien qu'un cours, on ne peut pas le citer parce qu'un cours, il n'est pas validé par les pairs. Parce qu'on sait qu'un mémoire, il est validé devant un jury. Une thèse, il est validé devant un jury. Un article également, il est validé par une communauté, comme je l'ai dit tantôt, par la chaire. Je pense, M. Guillemot, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait une seule question. Donc, oui, il y a une autre. Comment la recherche documentaire peut-elle appuyer un travail de thèse? Comment la recherche documentaire peut-elle appuyer un travail de thèse ou de mémoire? Oui, tout à fait. La recherche documentaire, c'est le b.a.-ba pour un travail scientifique. Je ne dirais pas une thèse ni un mémoire. Si on parle de travail scientifique, la recherche documentaire est obligatoire. Si on parle d'un document scientifique sérieux, la recherche documentaire, elle est obligatoire. Maintenant, le problème est que où est-ce qu'il faut chercher et quand il faut chercher et comment il faut chercher. C'est là où le problème se pose. C'est-à-dire, c'est les outils que nous venons de développer. C'est les outils-là qui vous permettent d'avoir exactement l'information que vous cherchez. Mais sachez qu'on ne peut pas faire un mémoire, on ne peut pas faire une thèse, on ne peut pas rédiger un article sans pour autant faire la recherche documentaire. La recherche documentaire, si on parle de recherche documentaire, les gens pensent carrément sur Internet. Mais ce n'est pas l'Internet qui fournit seulement de l'information, je l'ai dit, parce qu'il y a 3 différents outils. Il y a les outils manuels qui sont disponibles souvent dans les bibliothèques. Il y a les outils semi-automatiques et enfin les outils sur Internet qui sont peut-être les derniers outils qui sont disponibles, mais qui sont à la disposition de tout le monde, qui sont à la portée de tout le monde. Donc peut-être c'est les outils sur Internet qui sont plus peut-être utilisés parce que tout simplement, on a accès à ces outils. Mais par contre, sachez qu'on ne peut pas faire un travail scientifique sans pour autant faire une bonne recherche documentaire. M. Guillemot, c'était la réponse que je voulais apporter à la question en attendant les autres questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va écouter un peu M. Dia ou M. le directeur
parce que nous sommes vers la qu'on ait des questions encore en suspens. Oui, On va il y a essayer. une autre, hein? Il y a une autre. Voilà. Il y a une Notre autre question. ami, oui, M. Badi, quelles sont, selon vous, les limites des moteurs de recherche académiques comme Google Scholar et comment les compenser dans une stratégie de recherche rigoureuse? Ah, très bien. Souvent, il y a même des collègues, il y en a, moi-même, je discute souvent avec des collègues qui disent qu'ils ne font pas confiance trop à Google Scholar, ces moteurs spécialisés. Mais je vous dis, à la place, lui-même, il a dit comment compenser ces moteurs comme Google Scholar. Moi, je fais appel aux dépôts institutionnels. Parce que les dépôts institutionnels, c'est sûr que l'information, elle est fiable. C'est sûr que la rigueur académique y est. Parce que je parle sous le contrôle des mentors. En tout cas, nous, en tant que professionnels, tous les documents qu'on poste sur nos dépôts institutionnels, c'est des documents, validés. Ça veut dire quoi? On impose à l'étudiant de nous remettre, l'autorisation de mise en ligne. On impose également à l'étudiant de nous donner ce qu'on appelle l'attestation de correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le document, la thèse ou le mémoire a été déjà soutenu et la correction la mise en compte, la prise en compte des recommandations et des suggestions ont été faites parce que tout simplement, le président du jury a signé ce qu'on appelle une attestation de correction. Et à partir de là, maintenant, nous allons mettre en ligne. Donc là, en place des documents, des outils comme Google Scholar, privilégier les dépôts institutionnels, particulièrement ceux du Sénégal, peut-être essayer de voir d'autres outils institutionnels. Mais également, il y a ce qu'on appelle les bases de données sous abonnement, comme par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, via son bras technique, s'est abonné à Elsevier. Certaines universités comme l'IGB se sont abonnées à Kernel-Info. Il y a également d'autres bases de données comme Recherche for Life. Maintenant, toute cette panoplie d'outils de recherche-là, si vous les exploitez, vous aurez exactement ce que vous voulez en tant que chercheur. Donc, pour être rigoureux dans le cadre de la recherche, essayez de diversifier tous ces outils qui sont à votre disposition. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je pense que vous avez épuisé les questions qui sont affichées. Mais il y a quelqu'un M. Abdoulaye Sall, je pense qu'il nous suit jusqu'à présent. Abdoulaye Sall. Voilà, merci, merci Abdou. Merci Fatou. En fait, c'est juste un mot de remerciement que je voudrais dire à l'endroit du CNDC, en particulier du professeur Bernard et de toute l'équipe, et également à Monsieur Abdoulaye Gueye, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors de l'antestrie qui s'est passée récemment. Et vraiment le féliciter pour ce brillant exposé. En fait, comme qui dirait que donc l'apprentissage c'est tout au long de la vie, même si en profane. Fatou, le micro. Voilà, comme on le dit, en fait, l'apprentissage, c'est tout au long de la vie, même si on est un peu un profane en matière de recherche documentaire. En fait, cet exposé de M. Gueye a été vraiment instructif. En tout cas, nous avons, il a dit, il y a beaucoup de choses à apprendre et on sait également sa générosité, on sent sa générosité dans tout au long de l'exposé qu'il nous a fait. Et en tout cas, encore une fois, nous remercions M. Gueye et le CNDC, en tout cas pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée de participer à ce panel. Bien sûr, il y a des questions, mais comme vous le dites, là, ce n'est que le début, en tout cas, d'un long processus qui va se poursuivre. Nous aurons d'autres occasions, en tout cas, pour revenir sur certains éléments. Bien sûr, le temps ne nous permet pas, en tout cas, d'être encore, de poser des questions qui permettent et qui peut-être on est à la limite du temps. Mais encore une fois, merci à tous et à toute l'équipe. Merci beaucoup, hein, M. Guillaume, si vous le permettez. Je rebondis juste à la question de notre frère, M. Sall, vraiment que je félicite, que je remercie également. Donc, c'est ce que je disais tantôt.
Donc, merci, hein, merci, chers collègues, vraiment merci. Et il y a également deux questions. Quelqu'un dit, Mohamed Diop dit, que pensez-vous de l'utilisation des IA dans la recherche documentaire? Il y a un autre qui dit, je pense que c'est Michel Lee Hassan, la recherche documentaire à travers ces méthodes et types de langage ne me semble-t-elle devancée par les IA. Voilà, donc là, c'est juste deux questions qui se recoupent. Il y a une dernière question de Michel Ba qui dit quels outils de veille sont plus utilisés en milieu universitaire. Donc là, par exemple, pour les outils de veille, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'utilise Google Scholar comme outil de veille. Il y a par contre différentes plateformes qui vous permettent d'avoir de la veille. Donc, il faut à chaque fois, l'outil que vous utilisez, regardez, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une veille? Et là, vous faites la veille. C'est ce que je vous suggère, en tout cas, dans le milieu universitaire. Contrairement, bon, par contre, en ce qui concerne les questions sur les IA, donc les IA, effectivement, il y a certains moteurs même qui ont intégré les IA. Donc les IA, peut-être, pourquoi pas, la deuxième série de webinaires ou le deuxième webinaire, pourquoi pas ne pas parler des IA, la recherche documentaire et les IA. Moi, je suis prêt même à, donc si le CND juge opportun, je pourrais même me lancer, ou bien même, il y a même un doyen, le doyen Benoît, qui pourra essayer également de nous parler des IA, parce que c'est notre maître. Moi-même, il m'a enseigné les IA. Je pense que ce sera l'occasion de voir avec lui qu'est-ce qu'on pourra faire. Mais sachez que beaucoup d'outils intègrent déjà l'IA dans la recherche. Maintenant, l'autre question, elle est fondamentale, parce que est-ce que le langage naturel n'est pas devancé par le langage Ah oui, c'est sûr. Parce que les IA, on n'a pas besoin de perdre du temps. Parce que peut-être l'expert de l'IA, il est là, monsieur le doyen Benoît. Ça, c'est des prompts. Dans les moteurs de recherche traditionnels, on met les équations, on met les mots-clés. Alors que dans une IA, on n'a pas besoin de mettre des mots-clés, on met des prompts. Et là-bas, la recherche, c'est comme si vous parlez avec une personne. Vous dites à une personne, racontez-moi votre vie. La personne vous raconte sa vie avec tous les détails, tous les éléments. Donc l'IA il n'y a pas photo avec l'IA et les moteurs traditionnels. Les moteurs traditionnels, c'est la recherche traditionnelle. Et les IA, c'est un autre niveau de la recherche. Donc, M. Diémé, c'est ce que je voulais dire par rapport à ces trois questions en résumé. Je pense qu'il y a M. Hall qui a levé la main. M. Diémé, merci. Merci beaucoup, Guy. Je disais qu'on va embrayer un peu sur ce qu'a dit M. Abdoulaye Sall. Que le CNDST, après vous avoir remercié, vraiment souhaite que cette dynamique soit maintenue. C'est vraiment une dynamique qui va nous aider, nous, agents, parce que ça va nous renforcer, ça va nous permettre de découvrir encore, parce que je suis en train de constater que c'est un champ très large, le domaine de la recherche, et elle est très névralgique dans le domaine universitaire, la recherche. La maîtriser, c'est une chose intéressante. On va d'abord, je vais vous introduire la question de la première. Il faut donner la parole encore. Je vais vous donner une question de la première intervenante. Elle demande, elle pose la question de savoir quels sont les pièges à éviter lors de l'utilisation des bases de données scientifiques en ligne. Effectivement, je l'ai dit à l'entame de mon propos, souvent il faudrait à chaque fois essayer de voir l'indexation de ces bases. Est-ce que ces bases sont indexées? Ça, c'est important. Est-ce que c'est ce qui publie dans ces bases également? Maintenant, là, il y a peut-être des outils plus puissants. Il y a également des personnes plus outillées que nous pour voir est-ce que ces bases ont des pièges et comment les éviter. Mais en tout cas, sachez que toutes les bases que j'ai eu à exploiter, explorer et à partager, on peut dire sans se tromper que ces bases peuvent être utilisées sans problème. C'est comme nous disait l'autre, c'est dans la consommation sans danger. Peut-être les collègues diront le contraire, mais pour le moment, toutes ces bases de données que j'ai eu à explorer, que j'ai eu à partager, que j'ai eu à exploiter, que j'ai eu à partager avec vous, sont des bases qu'on peut exploiter. Maintenant, il faut toujours tenir compte également de l'université, de la source. C'est-à-dire, si on dit que c'est une base de données de l'université X, il faut s'assurer, bien entendu, que cette base de données-là, effectivement,
elle appartient à telle ou telle université. Et si c'est le cas, je dirais qu'il n'y a pas de risque de se tromper parce que toute la documentation qui est mise en ligne dans cette base, c'est une documentation fiable, validée par les pairs. Merci beaucoup. Je dis, mais par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci, M. Gay. Il y a maintenant la main de M. Hall. Je ne sais pas s'il nous suit. M. Hall. Oui. Voilà, oui, bonjour. Voilà, allez-y, prenez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à mon collègue Abdoulaye, directeur de la bibliothèque, pour cette belle présentation. Mais permettez-moi d'abord de saluer les maîtres qui sont en ligne et tous les collègues, et saluer aussi cette initiative du CNDST, donc qui participe vraiment au développement de la science, mais aussi à capaciter davantage les collègues. Donc, revenant sur le sujet, je salue vraiment l'exhaustivité de la présentation de mon collègue Guy. Et vraiment, il a fait un cours magistral. Vraiment, il faut le reconnaître. Et merci encore, vous avez fouillé et vous nous avez vraiment rappelé beaucoup de choses et ouvert encore pas mal de choses à aller voir. Mais là où je voulais juste insister, vous l'avez dit, c'était par rapport à la recherche documentaire, comme quelqu'un l'a posé dans une de ses questions, et vous l'avez dit. Je tiens juste à insister sur le point de départ de la recherche. Les étudiants ont l'habitude, quand on leur donne un sujet, d'aller directement sur Internet. Alors, il y a des outils de recherche qui vous permettent d'abord de comprendre le sujet. Et nous avons l'habitude de le dire, le point de départ de la recherche, ce sont les ouvrages de référence. C'est important de comprendre d'abord de quoi il s'agit. Et ce sont les ouvrages de référence qui vous permettent de comprendre vraiment, de cadrer votre sujet. Donc, j'insiste sur cela. Invitez vraiment les étudiants, en tout cas tous ceux qui voudraient faire une bonne recherche, de démarrer la recherche avec les outils de recherche, c'est-à-dire les ouvrages de référence. Et maintenant, par rapport au débat tout à l'heure sur l'IA, c'est un débat qui est ouvert sur la pertinence, en tout cas, de la recherche avec les, comme on a dit tout à l'heure, avec donc les outils de recherche et utiliser l'IA. Je dis que c'est un débat. Faire un travail scientifique, de faire vous-même, et demander à l'IA de faire le travail à votre place, il y a une nuance. Donc, je pense qu'il faudrait, c'est vrai, utiliser l'IA, mais utiliser l'IA de manière intelligente. Voilà ce que je voulais dire, donc, par rapport à ça, et vous remercier encore, et vous féliciter Ablaye, surtout pour cette belle présentation. Merci. Monsieur Diémé, est-ce que je peux intervenir ou bien Oui, allez-y, après on va essayer maintenant de conclure. D'accord, il y a même une autre question. Est-ce que je peux également prendre en compte cette question et vous remettre la parole? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci, M. Diémé. En tout cas, merci. Merci vraiment, chers collègues, M. Hall, chers doyens. Et là, tout ce qu'on a eu à réaliser au niveau de l'UGB, c'est grâce à ces vaillants messieurs et ces vaillantes dames qui nous appuient jour de jour, en nuit, partout et tout le temps. Merci beaucoup, chers doyens. Donc, si je vous remercie, je remercie également toute l'équipe. Merci. Et il a raison. Moi, je suis parfaitement d'accord. Raison pour laquelle je pourrais même venir directement et parler des outils sur Internet. Non, mais j'ai préféré parler d'abord des outils manuels, les références. C'est important. Parce que nous, à la bibliothèque, on a une salle de référence et on oriente souvent les étudiants dans cette salle de référence. Deuxième chose, et dans cette salle de référence également, nous avons également des collègues qui sont prêts à orienter, à guider, à faciliter, à aider les gens ou les étudiants ou les chercheurs qui viennent pour la recherche d'informations. Pour vous dire. Donc, en plus maintenant de ces outils de référence, maintenant, il faut aller maintenant sur Internet. Parce que si on dit à tout le monde d'aller sur Internet, Internet, c'est comme un océan. On peut même s'y perdre. Donc, si on n'a pas une bonne méthode, on n'a pas une bonne démarche, on n'a pas un cours de recherche documentaire, on n'a pas des collègues qui sont là pour vous aider, ça pose problème. Donc, ce qui fait que le b.a.-ba de la recherche, c'est les manuels. Le b.a.-ba de la recherche, c'est les documents de référence. Le b.a.-ba de la recherche, c'est les outils manuels qui sont dans les bibliothèques. C'est également, en quelque sorte, l'occasion d'inciter les étudiants, d'inciter les chercheurs à
à fréquenter les bibliothèques. Merci beaucoup, M. Cole. Je pense que c'est un excellent plaidoyer que nous devons faire. Parce que si on laisse les étudiants aller sur Internet, je pense qu'il y aura un moment où les bibliothèques ne seront plus fréquentées. Autre chose également, il y a beaucoup de questions là qui sont peut-être, je laisserai la leçon à M. Guémé de revenir sur certaines questions, mais il y en a beaucoup. En tout cas, il y a également beaucoup de remerciements à notre personne et nous remercions également. Peut-être il y a un collègue qui a posé une question qui est un peu, peut-être, qui sort un peu du cadre, mais bon, néanmoins, c'est une question. Je ne sais pas si vous le permettez, on peut peut-être essayer de répondre. Il dit, quels sont les critères en tant que directeur qui nous permettent de dire que ce candidat-là est bon pour le recrutement dans le cadre de la recherche. J'ai l'habitude de dire, il y a 3 critères qui font la compétence. Il y a le savoir, il faut les diplômes, certifie que cette personne-là, effectivement, a fait les études. Il y a également le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle l'expérience, l'expertise, ce qu'il a fait, ce qu'il a de plus aux autres. Et enfin, c'est le savoir-être, qui est un peu difficile à mesurer, mais moi, je me base souvent sur le savoir et le savoir-faire. Donc, c'était M. Guémé. Peut-être il y aura des questions. Si vous les avez recensées, on pourra revenir sur les autres questions qui sont posées. Mais il y a un collègue, Michel Fall Hassan, qui dit, qui remercie le CNDST d'avoir lancé le débat. Il souhaite également avoir d'autres opportunités. Et là, nous, on est prêts, Inch'Allah. À chaque fois qu'on est sollicité, on n'hésite pas à donner le temps nécessaire pour explorer ensemble les pistes que nous pouvons peut-être partager, ou les dossiers, les documents, les plateformes, etc., qu'on pourra partager. Merci beaucoup. Merci, M. Guy. Vraiment, nous sommes très, très satisfaits de la présentation que vous nous avez gratifiée aujourd'hui. Et on vous félicite au nom de, n'est-ce pas, de tous les agents du CNDST. Et aussi, je félicite ma collègue qui a ouvert le webinaire, Madame Khan, qui l'a fait avec beaucoup de brillance aussi. Maintenant, on va donner la parole au directeur, M. John, pour qu'il clôture, n'est-ce pas, le webinaire. Je ne sais pas s'il nous suit. Monsieur le directeur, je ne sais pas s'il nous entend. Oui, je vous entends très bien. Ah, ok, merci. Directeur, donc, vous avez la parole, n'est-ce pas, pour clôturer le webinaire, la réunion. Merci beaucoup, M. Guémé. Je vais juste réitérer mes remerciements et mes félicitations à l'endroit de M. Gué. Le public a souligné sa générosité dans la manière dont il a présenté, dans la manière dont il a mené cette séance. Effectivement, on aurait eu 4 heures, il nous aurait tenu en haleine parce que c'est sa passion. Et je l'ai dit au début, lui, Edia et tous les collègues partagent le point commun et qu'ils aiment partager leurs connaissances. Et cela est important pour notre communauté. Donc, je les remercie sincèrement. C'est un début, le CNDST avait déjà initié une série de webinaires. Nous avions marqué une pause. Nous allons reprendre cela. Je rappelle toujours que le CNDST a une mission de conseil, une mission de formation et une mission de coordination au niveau de l'information scientifique et technique. Et l'ensemble de ces 3 missions-là sont importantes. Et donc, je pense et je suis sûr que le CNDST va continuer à faire ces formations-là, d'autant plus que nous avons un personnel au niveau de l'enseignement supérieur qui est capable de conduire ces différentes formations-là. La question de l'IA qui a été abordée,
le directeur Abdoulaye Gueye l'a dit, lui-même peut le faire, Antonin peut le faire, d'autres collègues pourraient être pris en... pourraient apporter leur contribution. Et donc, je pense que ce serait bien que nous partagions tout cela pour une meilleure recherche et pour surtout la visibilité de notre recherche et la qualité de notre recherche. Je remercie le directeur Ablaye pour avoir mis l'accent également sur ce qui se fait au niveau national. Nous soulignons souvent la question de la justice cognitive ou de l'injustice cognitive d'ailleurs qui frappe notre communauté. Nous faisons des recherches importantes. Nous les mettons sur des plateformes étrangères. Rien n'est comptabilisé chez nous. Notre recherche n'est pas visible. Parfois même les chercheurs eux-mêmes contribuent à cette injustice cognitive en mettant leurs travaux sur d'autres plateformes. Je pense que c'est l'occasion de faire un appel, nous parlons toujours de notre souveraineté, mais de faire un appel pour notre souveraineté scientifique, pour qu'ensemble nous puissions mettre en place des outils nationaux de valorisation de notre recherche. L'université de Ziguinchor a commencé, l'UCAD a fait un bon travail. L'UGB est en train de finaliser un excellent projet. Toutes les universités devraient mettre en place des archives institutionnelles. Le CNDST, avec toutes les universités, avec tout le COBES, voudrait mettre en place des outils nationaux, une archive ouverte nationale, un dépôt de données de la recherche nationale, etc., etc. Un catalogue collectif des bibliothèques universitaires. Donc, on a un ensemble de projets comme cela que nous espérons à terme pouvoir réaliser pour le bien de notre recherche. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir été là, d'être restés jusqu'à la fin. Je réitère mes félicitations à l'ensemble de l'équipe du Monsieur Dia, Monsieur Gueye, Madame Khan, Monsieur Djemé et toute l'équipe du COBES, parce qu'on travaille dans une structure plus élargie qu'est le COBES, le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur du Sénégal. Et comme l'a dit le directeur Ablaye Gueye, ensemble, nous serons plus forts. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, merci directeur, cher maître. À la prochaine, merci. À la prochaine. Merci beaucoup et bravo.